Infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes lundi 29 juillet 2019 alors qu'on sort d'un week-end à Munich en Allemagne avec ce Cameroun Patriotique Diaspora qui a livré donc son troisième forum en présence de Maître Emmanuel Sim, de Maître Alice Com, de Kawala, des grandes figures de la politique au Cameroun qui, comme vous le savez, donc ont était présent à ce forum, le forum qui a livré ses propos, ses déclarations, ses résolutions. On voit qu'en toile de fond, il y a l'appel à la libération de tous les prisonniers politiques dans le cas de la crise anglophone ou de la crise post-électorale. On voit également qu'il y a un appel fort au dialogue. On voit aussi qu'il y a un appel à une transition politique. On se pose bien la question, comment ont-ils su que ce régime est en fin de règne, puisqu'ils le disent en noir sur blanc dans leur déclaration finale. L'autre question que l'on se pose à la suite de ce forum, ou à la fin de ce forum, c'est que nous avons trois figures de la scène politique et de la société civile, Maître Alice Com, Maître Emmanuel Sim et Kawala, qui sont mis en avant devant dans cette déclaration pour dire est-ce que ce sont là des figures de la diaspora ou est la diaspora dans cette déclaration. C'est la question que beaucoup se posent ce matin. On parle également de la CAN 2021. Il semble que le Cameroun soit en mauvaise posture puisque l'Algérie, par la voix de son ministre des Sports, semble être prête à prendre l'organisation de cette compétition en 2021. Et ce n'est pas tout puisque même le CHAN 2020 annoncé au Cameroun risque d'être attribué au Sénégal puisque le Cameroun a demandé une rallonge de janvier à juin prochain et actuellement le Sénégal se propose également à prendre en charge cette compétition en 2020. Donc le CHAN en 2020, la CAN 2021, le Cameroun n'est pas encore certain d'organiser ces deux compétitions continentales. Madame, monsieur, comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord vous, Donald Brice Kamgan, bonjour et bienvenue. Bonjour à nos téléspectateurs. Les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, veulent reformer l'accord qui lie ces pays-là à l'Union européenne, notamment l'article 96 de cet accord. Je rappelle que les accords ACP datent de 2000 au Cotonou au Bénin. Eh bien, les pays ACP veulent reformer cet accord, l'article 96, qui porte sur le droit que l'Union européenne a de contrôler la gouvernance démocratique dans les pays ACP. Et ce droit-là permet notamment à l'Union européenne de prendre des sanctions contre les dirigeants africains qui seraient des obstacles pour la démocratie et la bonne gouvernance, mais aussi ces textes-là sont des textes qui instruisent, qui consacrent l'entrée des pays africains dans la Cour pénale internationale, qui sont parties prenantes à la Cour pénale internationale. Eh bien, dans les négociations qui sont en cours pour le renouvellement de ces accords de Cotonou, les pays ACP veulent donc retirer, supprimer cette disposition-là. On se demande bien si les pays africains, les chefs d'État notamment, veulent nous plonger définitivement dans les dictatures à huis clos sans le regard des partenaires internationaux. On va dire à votre suite que Maximilienne Gombe, qui est la directrice exécutive du REDAC, a réagi hier sur sa page Facebook en faisant état d'un fake news concernant ce mandat d'arrêt international lancé contre le président Joseph Kabila. Et elle a appelé pour le coup Félix Tshisekedi à se prononcer là-dessus. C'est l'actuel président de la République en République démocratique du Congo. Donc c'est important aussi à votre suite de signaler le rôle que joue la CPI désormais. Même si beaucoup estiment que c'est une cour qui ne s'occupe que des Africains. Mais là encore, il faut bien voir si le président Kabila donc va être, comme on le voit très bien annoncé, va être épinglé par la Cour pénale internationale. Oui, c'est bien d'évoquer la RDC puisque l'article 96 dont je viens de faire mention justement a permis récemment à l'Union européenne de prendre des sanctions contre les dignitaires du régime de Joseph Kabila lorsqu'il était encore en fonction. Voilà. Il faut également dire que També Mwamba a été élu président du Sénat finalement. C'est un très proche de Kabila. Donc Kabila désormais qui a les cartes en main dans ce pays qui est la RDC, puisque la présidence et du Sénat et de l'Assemblée nationale, on va le voir très bien, donc incombe à des proches de la coalition FCC. Et on va également dire que cela arrive alors qu'un gouvernement n'a pas encore été on va dire, nommé depuis la prise de fonction de Félix Tshisekedi. On sait où se trouve le pouvoir
à RDC, sauf si la CPI vient jouer son grain de sel là-dedans. Alors, on va évidemment dire que Donald Brice Kamgan sera là à 10h40, ce sera pour la colère, votre colère matinale. Alors, également sur le plateau ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, on va s'interroger sur le TGV camerounais qui a été un avortement très rapide en 2012, juste après une rencontre avec le président de la République. Le directeur de Bolloré Cameroun, le PDG, avait annoncé la construction d'une ligne de TGV qui devait relier Douala et Yaoundé. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'a été observé. Voilà, nous sommes en 2019, c'est bien cela, et même pas le commencement d'un début. Mais on a eu un accident en 2016. Voilà, donc même pas le commencement d'un début, et non seulement il n'y a pas de TGV, mais il n'y a pas également de train normal entre Douala et Yaoundé pour le transport des passagers. Donc c'est tout à fait, on va dire, regrettable pour le Cameroun qui est en train de faire un bond ou 3, 10, 100 bonds en arrière. Alors vous, on vous retrouve à 11h06, ce sera pour votre revue des réseaux sociaux, Karine Sontia. Également sur le plateau ce matin, madame, messieurs, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Avant d'arriver au train à grande vitesse, il y a d'abord le train de petite vitesse. Est-ce qu'il y en a? Je ne vois pas. Donc, il n'y en a pas de train de petite vitesse. Donc, deux choses ce matin. La première, justement, Donald Brice, les pays ACP doivent maintenant commencer à chercher leur souveraineté. Hier, on vous disait que est-ce que les États-Unis peuvent imposer quoi que ce soit au monde? Je vous dis oui. Est-ce que l'Union européenne peut imposer? Je dis oui. C'est l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique qui ont imposé aux États africains, de par leurs lois là-bas, de ne pas subventionner les agricultures chez nous. Première chose. Deuxième chose qui impacte ce que je vais dire, la filière banane au Cameroun est en difficulté. 7314 employés sont en cessation d'activité depuis, pour faute d'activité, effectivement. Qu'est-ce va-t-il faire? La CDC va-t-elle mettre la clé sous le paillasson? Deuxième employeur après l'État du Cameroun, qu'est-ce qu'on en fait? Merci. Alors, juste pour signaler que Jeune Afrique, hier, a fait une publication que je vous conseille de lire d'ailleurs, où il fait allusion aux ex-chefs d'État africains, les elders comme on dit, qui ont annoncé l'organisation d'un Africa Forum sur la crise anglophone au Cameroun et sur d'autres crises au Cameroun. Et il semble que c'est ce club fermé des anciens chefs d'État, avec en tête de file Olusegun Obasanjo du Nigeria, ont mandaté l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki d'appeler le chef d'État camerounais pour évidemment prendre langue pour cette initiative. Ils ont appelé 3 fois le cabinet civil. C'est Samuel Vondo Ayolo, le patron du cabinet civil de la présidence, qui a répondu au téléphone et a signifié à ce moment-là que le président Paul Biya n'était pas disponible. Ils ont attendu, fatigués, d'avoir le président Paul Biya au téléphone. Ils n'ont pas réussi à avoir le président Paul Biya au téléphone. Il s'en plaint, en tout cas l'ancien président sud-africain se plaint de cela, c'est ce que nous rapporte d'ailleurs Jeune Afrique. En tout cas, si ça se confirme, ce serait, on va le dire, un mauvais signal pour tout ce qui est engagé pour la résolution ou les résolutions des crises multiformes au Cameroun. Mesdames, Messieurs, on va démarrer l'émission de ce matin avec la première articulation 10-12 Le Zénith. Voici l'histoire du jour. Avec vous, Dominique Audrey Oyengelek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai été abordée par une maman qui est inquiète pour l'avenir de sa fille. Cette maman a plusieurs enfants, 6 notamment, qu'elle a élevés toute seule parce que son mari est mort en laissant les enfants en bas âge. Aujourd'hui, ses enfants sont grands et la deuxième fille a 30 ans, voilà, 30 ans, elle s'appelle Nathalie. Et il est question d'elle aujourd'hui. La mère de Nathalie se plaint du fait que Nathalie ne veut pas se marier. Nathalie, elle est allée très loin à l'école parce que c'est la plus instruite de ses enfants. Aujourd'hui, elle a un emploi et elle a des relations. Elle rencontre des hommes qui ont énormément d'argent, mais elle ne veut pas se marier. La mère de Nathalie se plaint du fait que chaque année, sa fille a une nouvelle relation avec un nouvel homme et l'année qui suit, elle a un autre homme. Elle a été abordée par son dernier petit ami en date qui a expliqué que
il a demandé à Nathalie de penser au mariage. Il a dit à Nathalie qu'il voulait l'épouser, mais Nathalie a refusé. Et dès qu'il a parlé de mariage, Nathalie a mis un terme à la relation. La famille s'est réunie pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas se marier et par-dessus le marché, elle ne veut pas avoir d'enfants. Elle leur a dit qu'il n'est pas question pour elle qu'elle s'engouffre dans un mariage. Elle ne veut pas être en prison. Elle ne veut pas avoir la contrainte d'avoir des comptes à rendre à qui que ce soit. Donc, 0 mariage pour elle. Et elle a menacé sa famille d'arrêter de leur donner quoi que ce soit s'ils insistaient là-dessus. Sa mère s'est rapprochée des 2 amies, de ses 2 copines, parce que Nathalie a 2 amies dont elle ne se sépare jamais. Et elle a essayé de leur poser le problème, mais grande a été sa surprise parce qu'elle s'est rendue compte que ses amies avaient le même raisonnement que Nathalie. Aujourd'hui, sa mère se demande si sa fille n'est pas dans une histoire compliquée. Pourquoi est-ce qu'à 30 ans, sa fille refuse d'avoir des enfants? Elle refuse de se stabiliser dans une relation, même si elle ne se marie pas. Et surtout, pourquoi elle veut rester, elle change chaque année? À quoi c'est dû? Elle a un mari spirituel. Oui. Mais vous posez une question, vous répondez. Elle a un mari spirituel. Eh bah. Voilà, c'est comme ça. C'est... Qu'est-ce que vous voulez? On vous donne la réponse. Alors, non. Plus sérieusement. Alors, il faut dire que les histoires de ce pays, quand même, commencent un tout petit peu à vouloir nous donner des AVC. Quand même. Il y a ce discours chez des jeunes femmes aujourd'hui, et d'ailleurs ça se confirme dans le mariage n'est pas une fin en soi. D'ailleurs ça se voit parce que l'institution de mariage a été banalisée et ce n'est plus pour certains quelque chose d'important. Ça a une conséquence, à mon avis, c'est qu'on est en train de mettre en péril la pérennisation de l'espèce humaine. Je vous dis qu'il n'est pas exclu qu'à ce rythme-là, nous en arrivions à ce que l'UNESCO, je ne sais pas quel autre organisme, proclame l'espèce humaine comme une espèce en voie de disparition dans les années à venir. Je suis très sérieux quand je le dis. Je dis actuellement, on dit qu'il y a des animaux, espèces, tout ça, mais il n'est pas exclu qu'en continuant dans cette dérive comportementale, dans cette dérive sociétale, on se retrouve dans un monde où les hommes ne parviennent plus à procréer, ou parce qu'on a quand même fait un cadre. On a encadré la pérennisation de l'espèce humaine avec le mariage et tout ce que cela comporte comme, on va dire, accompagnement d'un individu de sa naissance jusqu'à ce qu'il grandisse et vole de ses propres ailes. Mais il y en a, je ne sais pas quelle faculté ils ont fait, qui pensent que ceux qui ont pensé ça a été des bêtes. Que ceux qui ont pensé comme ça n'avaient pas pensé comme ça. Donc c'est un peu ce contexte-là qui nous fait dire aujourd'hui que malheureusement, il y a péril en la demeure. Alors je commence par vous, de la Brice Kamga, sur les craintes de la maman de cette jeune femme. Elle craint que sa fille ait contracté un pacte satanique dans une secte et que ce soit l'effet de cela qui en arrive et qui conduit justement à ces prises de position actuelles. Oui, il y a des raisons de s'inquiéter pour Nathalie. D'abord parce qu'elle a 30 ans. À 30 ans, pour la femme qui vieillit plus vite que l'homme, il faut fortement penser à faire des enfants si on n'est pas encore marié. C'est très important. Vous avez rappelé une rhétorique qui est très présente également dans les milieux féminins aujourd'hui, c'est le mariage n'est pas une fin en soi. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est proche. J'ai une proche à moi qui me le disait également constamment. Oui. Et elle le dit parce que elle est frustrée en fait. Elle est frustrée. Elle a connu deux déceptions dans sa vie. Deux hommes avec lesquels elle n'a pas trouvé le bonheur qu'elle espérait. 2 mariages successifs qui ont capoté. Et donc, désormais, elle est braquée, très colérique. Très aigrie. À la moindre situation, elle rougit de colère, elle devient froide. Très froide, très nerveuse. Lorsque tu lui parles de mariage, il est possible qu'elle te classe comme son ennemi. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas du tout entendre parler. Elle a une phobie du mariage. Oui. Elle a une mariaphobie. Il y a un terme, maritalophobie, ça passe. Il y a une animosité assumée et portée, très soutenue, entretenue
vis-à-vis de la gente masculine. C'est incroyable. Et donc, il est possible que Nathalie soit dans ce genre de situation, je n'en sais rien, mais il est également possible que Nathalie soit frivole. Peut-être qu'elle se dit que à 30 ans, vraiment, il y a encore assez de temps, je peux le faire à 35. Elle peut multiplier je peux faire des partenaires, et puis finalement trouver le prince charmant. Mais attention, plusieurs études scientifiques montrent que lorsqu'une femme a traversé 30 ans sans être mariée, après, elle peut avoir des soucis. Je rappelle de quel ordre? Au plan de l'équilibre physique. Parce que Dominique Audrey acquiesce, hein? Sachez Elle semble être d'accord avec ce que vous dites. Sachez que lorsqu'une femme n'est pas... À 25 ans même, quand on n'est pas... S'il te plaît, Donald. À 25 ans, généralement, quand les femmes ne sont pas encore dans un foyer stable, elles remettent tout en question. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi je suis encore sur les parents? Les critères sont variés, mais généralement, la moyenne pour une femme, surtout de 27, 28 ans, il faut déjà avoir... sinon mariée, si oui... avoir une relation qui a une perspective. Sauf que l'histoire de ce matin met en exergue une femme qui est dans un chemin tout autre. Oui, effectivement. Je voulais terminer en disant que... Sa mère estime que c'est une secte qui est la cause de ce qu'elle ressent, ce qu'elle dit aujourd'hui. Vous qui êtes parfois très cartésien, rationnel, vous qui pensez que les choses comme ça ne sont pas prouvées, quelle est votre réponse? Non, elle a 30 ans et plusieurs relations. Je ne suis pas sûr qu'elle est satisfaite dans la relation qu'elle a eue. Peut-être qu'elle cherche à en avoir un peu plus, expérimenter. Mais attention. Vous votez à touche ma question. Oui, non. Pourquoi vous? Non. Pourquoi vous pensez qu'elle est dans une secte? Vous avez des éléments qui permettent de penser que... Non, je vous dis que c'est une fille. C'est une fille qui n'a pas l'expérience affective qu'elle recherche. Oui. Elle n'a pas encore une relation dans laquelle elle a un confort. Parce que la dimension affective, c'est quelque chose de très important dans la vie tout court et même dans la vie professionnelle. Lorsqu'une femme n'est pas affectivement satisfaite au plan professionnel, même les études montrent que le rendement... Mais, je veux dire, professionnellement, elle a réussi. Elle est au sommet de sa carrière, là, actuellement. Non, attention, elle, à 30 ans, on débute la carrière. Elle n'a pas encore... Elle débute au sommet. Qu'est-ce que vous entendez pas? Non, au sommet. On ne vous a pas dit qu'elle a fondé une entreprise. On ne vous a pas dit qu'elle est PDG, pas encore. On vous dit qu'elle gagne beaucoup d'argent. Ça ne suffit pas, attention. Justement, elle peut être dans la psychologie de certaines filles qui pensent que lorsqu'on a beaucoup d'argent, lorsqu'on est cadre d'entreprise, ça suffit. On peut se dire, les hommes, le mariage, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais il y a l'équilibre psychophysique qu'il faut avoir. D'accord. Lorsqu'on n'a pas cet équilibre psychophysique, on peut, même sur le plan des relations avec les autres, ne pas comprendre beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Alors, Bambok, moi, vraiment, Donald nous entraîne sur des sentiers, on va dire, très rationnels, très cartésiens, mais vraiment, la maman, est-ce que c'est fondé, est-ce que les craintes de cette maman sont fondées vis-à-vis de sa fille, Natacha? C'est plutôt la maman qui est cartésienne. Elle sait que la société a des normes. La première norme qui veut dire qu'on est en société voudrait dire qu'on doit s'entraider. On se regarde, on s'apprécie, on se corrige. C'est ça le rôle dans la société. C'est la première norme sociale. Dans ces normes sociales, plus à mesure, on sait que, il est un adolescent. C'est la norme sociale qui vous considère comme un adolescent. Et la norme sociale vous considère là déjà comme une femme. Elle est mieux. Vous dites même qu'elle a un statut social assez solide, assez soutenu. Oui. Mais bon, moi je regrette. C'est une fille qui est instruite, mais c'est une fille qui n'est pas éduquée. Je répète, c'est une fille instruite, mais non éduquée. On pense que l'éducation, on ne l'acquiert pas à l'école. L'éducation, on l'acquiert à côté de sa maman, de ses parents, de la société. Ça veut dire que c'est une fille qui regarde les choses, elle regarde les rues, regarde la vie, même les relations avec les hommes, ses copines, mais elle ne sait pas ce que c'est. Elle a dit même, je ne veux pas m'engager dans cette prison qu'est le mariage. Elle a expérimenté quand? Où?
ça veut dire qu'elle n'est même pas en mesure de lire ce que sa maman vit. Elle aurait pu dire, maman, ce que je vois papa te faire là, je ne peux pas supporter. Mais sa maman, vraiment, ne se plaint pas. Vous voyez, donc c'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas éduquée. Et c'est très grave et c'est malheureux. La société aujourd'hui se désagrège, se délite convenablement, précisément parce que beaucoup de gens sont instruits, mais très peu sont éduqués. Vous allez voir une femme docteur, ingénieur, de ceci, agrégée en ça, elle va vous dire, de toutes les manières, hein, le mariage, vraiment, je m'en fous. Elle, sur la base de quoi? De quel élément cartésien? Et petite, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Puisqu'elle n'a pas expérimenté et ça, elle va vous dire, tel, c'est sur la base de quoi? Sur la base, vous l'avez dit, de son porte-monnaie, de son compte bancaire, des hommes qu'elle trimballe. Et elle oublie justement que le regard de la société, c'est que, ah, cette fille, 3 ans, elle a déjà au moins 5 hommes qui ont tourné autour. C'est même qui là? En réalité, soit les hommes viendront à elle parce que, permettez l'expression, on la considère comme une maison de passe pour elle, permettez l'expression. Donc, ce n'est pas une maison de passage. Donc, elle-même, la dignité de femme, elle ne sait pas ce que c'est. Maintenant, l'autre chose où je dis que la maman... Pour son argent aussi. Hein. Oui, l'autre chose, je dis que c'est la maman qui est cartésienne. Parce que c'est la fille, elle ne donne pas des éléments papables pour dire à sa maman. Des éléments cartésiennes. Justement, la maman doit s'interroger. Quel c'est le genre de relation? Et chaque fois qu'on lui parle mariage, vous devenez ennemi. Et elle dit même au sein de la famille, quand la famille s'est réunie, dit, je suis même prête à vous abandonner, si vous me parlez encore de ça. Donc, en réalité, elle doit être soit dans des milieux compliqués. Si on regarde bien, elle doit être dans des milieux compliqués, ou si ce n'est pas le cas, elle n'est pas éduquée. De toutes les manières, reste une seule chose à faire, que sa maman consulte les vrais gens qui peuvent lui dire, qui ne mettent pas des psychologues, qui ne savent pas, s'ils ne connaissent pas. D'accord. Ils connaissent les vrais Très gens bien. dans la tradition, ça existe. Alors, Karine, qu'est-ce que vous relevez dans l'histoire de ce matin? L'histoire nous dit que la maman a élevé 6 enfants toute seule et elle est veuve. Ça dit beaucoup de choses. En Afrique, quand on se marie, on ne marie pas, on n'épouse pas seulement l'homme. Donc on épouse toute la famille. Si elle a épousé les enfants toute seule, ça veut dire que cette fille a dû être témoin de beaucoup de maltraitance. C'est-à-dire que elle a vécu avec sa maman, mais elle n'a eu l'aide de personne. À ce moment, elle est autosuffisante. Elle n'a besoin ni d'hommes, ni d'enfants pour l'amener où elle veut aller. Ça, c'est le prototype des personnes qui ont vécu avec des frustrations. De deux, l'histoire nous dit aussi que la fille a un groupe d'amis qui pensent comme elle. Ça veut dire que finalement, autour d'elle, elle a trouvé des gens qui ne lui ont jamais dit qu'une femme a besoin d'un enfant. Pour dire qu'elle est femme, une femme a besoin de ci ou ça. Elle n'a pas été éduquée pour être maman. C'est à 30 ans que sa mère découvre qu'il faut que sa fille fasse un enfant. Voilà ce que l'histoire nous dit. Donc, que sa maman a constaté que là, elle n'y pense pas. Ce n'est pas à 30 ans qu'elle découvre. Parce que, M. Fopossi, généralement, lorsque l'enfant atteint 23 ans, moi j'ai écouté de manière involontaire une voisine demander un jour à sa fille, « Ouais, comme tu fréquentes beaucoup là, il n'y a même pas un homme qui vient vers toi. » Elle dit, « Maman, mais quand je les regarde, je ne vois pas le bonheur. » Et la fille n'a pas encore 30 ans, M. Fopossi. Elle peut avoir 24 ans, 25 ans, 26 ans. La mère, elle est avant-gardiste. Mais elle sait que s'il y a 30 ans, c'est là où sa maman dit, il y a même un homme qui est venu se plaindre chez moi que tu l'as rejeté. Tu ne veux pas le mariage. C'est parce que quelqu'un est venu se plaindre qu'elle a ouvert les yeux? Ou c'est quoi finalement le problème de la maman? Elle veut être grand-mère, ou elle veut que sa fille se marie, ou elle trouve que sa fille est déjà vieille. Il y a trop de choses qu'on ne comprend pas. Maintenant, par rapport à cela, il y a que pour une femme ou pour une fille, faire un enfant, c'est une responsabilité. Et si vous avez, pour certaines, une carrière à mener, à poursuivre,
je vous assure, vous trouverez que l'enfant est une gêne, le mariage aussi. Je dis bien pour certaines qui ont une carrière à suivre, elles trouveront que l'enfant est une gêne et le mariage aussi. Et elles voient qu'elle n'est pas pressée. C'est vrai qu'il y a la ménopause et tout, mais... Ursula von Leyen, vous connaissez? Ursula von Leyen. Elle est la nouvelle présidente de la Commission de l'Union européenne. Elle a 7 enfants. Non, mais je vous dis... Sa carrière ne souffre de rien. Mais, pour juste répondre à Karine... Non, pour mais c'est pas possible, c'est un exemple. Moi, j'étais surpris parce que... Même Karine, excusez-moi, même ce que vous citez là, elle estime que l'enfant, c'est des femmes qui ne sont pas éduquées. Elles peuvent avoir ce point de vue. Justement, ce point de vue-là marque le manque d'éducation. C'est sa maman qui aurait dû. Non. C'est pas à 30 ans qu'on éduque l'enfant à être maman. C'est ça le problème. Et vous dites, non, vous avez dit, elle a trouvé d'autres copines qui pensent comme elle. Les autres copines sont aussi orphelines. Parce que justement, voilà les clichés qu'on donne. Les autres copines, elles sont aussi orphelines. Elles ont aussi, leur maman était aussi abandonnée. À ce moment-là, peut-être qu'il y avait une association de femmes veuves qui y avait, non. Monsieur Fopossi, si vous avez bien observé et si vous lisez les publications des gens sur les réseaux sociaux, vous allez voir partout femmes fortes, célibatantes, ceci et ceci. Je ne le dis pas pour moi. Parfois, non, monsieur Fopossi. Parfois, c'est pour se faire voir. Hein. Non, parfois pas. Vraiment, parfois derrière, pas. Il n'y a rien. Parfois pas. J'ai essayé de discuter. Moi, j'ai essayé de discuter avec ces femmes-là. Moi, j'ai discuté avec certaines. Tout ça. Moi, j'ai discuté avec certaines. Elles sont fragiles. Il y a beaucoup de fragilité. Le mal tu vu fait que monsieur Fopossi, moi, j'ai discuté avec certaines. Et je vous assure, il y a des filles qui sont passées par des traumatismes. Vous vous rendez compte que vous faites confiance à un homme peut-être pendant 2 ans de relation et après, il y a des gens qui traversent pas vite les difficultés. La manière avec laquelle moi je vais passer outre une trahison ou encore un échec de relation amoureuse ne sera pas la même que l'autre. Et raison pour laquelle certaines décident. Et là, elle n'a pas eu besoin de passe. C'est elle qui utilise les hommes. Les hommes ne l'utilisent pas. Oh, pour elle. Je vous dis pour elle. Oui, mais c'est pas elle, la société. La société a un regard sur elle. Une fille qui dit à sa mère que si tu insistes, je vais vous couper les vivres. Ça veut dire qu'elle se joue des hommes. Les hommes ne l'utilisent pas. Elle pense jouer des hommes. Mais parce que, je suis dans son logiciel à elle. Moi, je suis dans son logiciel à elle. Et justement, elle pense jouer des hommes, mais sauf que en réalité, c'est elle l'objet. En fait, elle est considérée comme un objet. Quand les gens vont vers elle, avec l'esprit qu'elle est un objet. Quel que soit ce qu'elle pense. C'est comme quelqu'un qui dit que quel que soit ce que pense la souris, le chat l'attrape. Vous convenez avec moi que finalement, cette fille a un problème. Ça doit être soit une frustration, soit un traumatisme. Un manque d'éducation. Ok. Alors, Dominique Audrey, quelle est votre sentence? J'utilise là un discours très judiciaire avec vous. Quelle est votre sentence? Moi, je pense que cette fille s'est retrouvée dans une histoire compliquée avec ses amis. Ce n'est pas parce que sa mère ne mentionne pas qu'à 23 ans, elle lui a dit qu'il faudrait que tu te maries, que ça ne veut pas dire que sa mère n'était pas au courant. Si on a fait asseoir la famille pour dire à la fille, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne veux pas te stabiliser? Pourquoi? Toutes les mères normales. Vous allez encore dire des choses ici. Tous les parents demandent à un certain âge à leurs enfants. Dominique Audrey, oui, monsieur. Vous allez encore dire des choses aujourd'hui. Hein. Non. J'ai le sentiment de cela. Je vous promets. D'accord, allez-y. Je ne dis rien de... Donc, moi, cette histoire... En tout cas, on vous aime comme ça. Hein, oui. Vous pouvez me dire ça ne nous fera aucun problème. On vous aime comme ça. J'ai pensé à ça, mais j'ai dit, si je dis ça, monsieur, vous aussi, on va me taper. Non, on vous aime comme ça. Je ne vais pas dire qu'elle est passée de l'autre côté. Oui, de l'autre côté aussi. Moi, sincèrement, moi, j'ai envie de dire quelque chose. Et c'est un phénomène. Moi, je le dis parce que nous avons un rôle d'éducation. Malheureusement. Il y a des séries télévisées, et moi, je dis ça, je suis sérieux. Il y a des séries télévisées où, je ne sais pas s'il y a un plan, un complot, les gens se sont assis pour dire que dans toutes les séries, ils vont nous mettre des images d'homosexualité. Jusqu'au dessin animé. Je dis que ça devient un problème. Dans toutes les séries, vous avez toujours un ami homosexuel. Vous avez des filles. Non, il faut qu'on arrête ça. Non, ça a été décidé. Moi, je vous donne des dates. Ça a été décidé
par Madame Margaret Thatcher et Ronald Reagan dans les années 1982. La première expérimentation a été faite dans le film que vous appelez Dynasty de Carrington. Je vous en parle donc. Oui. Malheureusement. Les réseaux, ils ont dit on va commencer à aller par dose homéopathique pour que les gens s'en habituent. Voilà. Et aujourd'hui, ça va jusqu'à s'animer. Oui, juste malheureusement, vos enfants, vous êtes en train de regarder, vous voyez... les chaînes Tichy, tout ça là, mais vous vous rendez compte que là-dedans, les gens réussissent à faire passer des messages. Injecter ces choses-là à l'intérieur. Oui. On ne sait donc pas où est le contrôle au niveau de ce qu'on donne à nos enfants à regarder. Oui. Moi, ça remet encore en question les compagnies de nos enfants à la maison. Il est important pour les parents, de contrôler, parce qu'aujourd'hui, je vous promets, essayez de jouer les amis avec vos enfants qui sont adolescents. Vous allez être surpris par le genre de choses que vos enfants savent. Donc, il faut contrôler les compagnies de vos enfants. Pour cette fille de 30 ans, moi, je ne sais pas trop ce que sa mère peut faire. Maintenant, elle est majeure, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Ici, on ne peut pas l'obliger. Si elle est entrée dans une histoire compliquée où on lui a dit 0 enfant, auquel cas tu meurs, 0 mariage, auquel cas tu meurs, on ne peut rien faire. Mais ce que je pense, c'est que également, elle doit être une prostituée. Quelque part, parce que je vois très mal une femme normale qui est digne, qui a son amour propre, être, comme on dit au quartier, un matelas où tout le monde vient, il se couche, il se lève, il parle, l'autre vient également. Donc, vraiment. Et quel entier en plaisir d'ailleurs. En tout cas, moi j'ai envie de dire une chose, et ça je le dis avec de la révolte dans l'âme. Ce n'est pas normal. Je l'ai vu en France à une époque où on me disait que les hommes pouvaient se saluer avec des bises. Je trouvais ça horrible. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui en font, beaucoup de gens qui en font, on va le dire, une mode, une tendance. Et je dis encore ceci, même le fait que les femmes se saluent par des bises, me pose un problème. Je vous dis non, moi ça me pose un problème, le fait que vous voyez 2 jeunes filles qui se saluent par des bises, moi ça me pose un réel problème. Et vous les voyez s'appeler « Oh, ma chou, mon bébé, oh, mon si ». Non, je dis non, sincèrement, je vois des copines, des jeunes filles d'aujourd'hui s'appeler, je me dis « Non, mais on a dépassé le grand niveau. C'est pas possible. » Donc, on doit faire attention. Je vois des groupes de jeunes femmes qui s'envoient des photos mutuellement. Je vous dis, madame, monsieur, c'est grave. C'est grave. On a touché le fond. Si on s'amuse, je vous dis, dans 10 ans, 20 ans, nous serons une espèce en voie de disparition. Les gens ne veulent plus savoir s'il faut se procréer ou pas. Les gens sont dans une dynamique de plaisir pour le plaisir, l'art pour l'art. Ça a commencé comme ça. Non, il faut qu'on dise ça aux enfants qui nous regardent aujourd'hui, aux parents qui nous regardent. Vous avez une responsabilité très forte. Les jeunes filles ont tendance aujourd'hui à trop se toucher, même dans la rue, à trop se faire des bises. Ça me pose un problème. On va lire quelques messages, Karine, ce matin. La vie est un choix. On peut choisir de se marier ou de vivre célibataire. Si cette fille a un problème, que dire des nonnes? Hugues Dédé qui nous a écrit ce matin, notre téléspectateur. Cette fille a un problème de frustration. Fils suprême Mané qui nous écrit aussi. Je suis Monsieur Ali Yaya. Moi, je pense que cette femme aime les femmes. Ça devient courant dans notre société. En plus, elle a un groupe de copines. Il faut aussi regarder de ce côté. Dominique Audrey, vous voyez, un autre message. On vous aime comme vous êtes. Hein. Vous savez piquer les gens dans le... Alors, pour cette fille aime les femmes. Elle ne connaît pas l'amour d'un homme. C'est Casimir de Boumiébel qui nous écrit. Voilà. Ce matin, notre téléspectateur, c'est Paulin de Bakam depuis Bafoussam. La maman de cette fille peut prouver le fait que sa fille est dans une secte. Il ne faut pas souvent dire du n'importe quoi. Si sa fille n'a pas encore de conjoint, cela peut avoir plusieurs causes. L'éducation de base, son entourage et son milieu social, parce qu'elle est PDG et peut-être elle veut un homme de son rang social. Donc, laissons les historiettes de sorcellerie là. Chacun a ses principes. D'accord. Un autre message, cette fille respecte les conditions sectorielles. Elle se sent aussi limitée quelque part. Yves de Douala qui nous écrit un autre message. Cette fille est... Waouh, je ne vais pas prononcer le nom ici. Je ne vois pas pourquoi nous discutons.
Alors, particulièrement en Bombon, je pense moi aussi qu'elle a un mari spirituel. Notez, je ne sais pas où elle travaille, mais je suis très sûre que son boulot est lié à sa prise de décision. Je pense qu'elle a fait un pacte qu'elle ne doit pas se marier. Pascal Thierry Ngeko, qui nous écrit aussi. Et dans la cosmogonie, pour reprendre un terme très cher, En Bombon. il faut dire que le terme mari spirituel n'enlève pas ce qu'on a dit avant. Par rapport aux relations du même sexe. Ça veut dire que parfois c'est un stratagème pour vous faire entrer dans leur monde à eux. Donc c'est des choses très très compliquées. Et il faut faire attention, je le dis parce que je vois encore, dans les soirées, les filles peuvent se danser, se coller entre elles. Ça ne pose aucun souci à C'est incroyable quand même. Oui, ça ne pose... Il faut qu'on commence déjà à dire à ces gens-là que c'est mauvais. Je vous dis qu'il faut qu'on ait le même regard à deux femmes qui s'embrassent, Qui dansent entre elles. le même regard, qui s'enlacent, qu'on ait le même regard que quand on voit deux hommes qui s'enlacent. Il faut qu'on leur dise non, vous êtes des femmes certes, mais vous ne devez pas faire ça. Il faut qu'on commence déjà à avoir ça dans l'esprit pour qu'on chasse ces démons-là qui viennent, on va dire, tuer l'Afrique. Je pense qu'il faut que la maman de Nathalie mène une enquête au sein du groupe dont elle est membre. Pour que ça reste dans la science. Pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ce groupe, quelles sont les idéologies, quel est le bien fondé de ce groupe. Que se disent-elles lorsqu'elles se retrouvent? Qu'est-ce qu'elles font? C'est important. Et vous avez dit tout à l'heure que on pourra assister, avec la multiplication de ce type de profils de femmes, à la disparition de l'espèce humaine. Vous ne savez pas bien, si bien le dire, nous sommes dans une société où, vous le disiez tout à l'heure, où l'homosexualité est devenue de plus en plus banale à travers notamment les séries télévisées. Il est important qu'on tire la sonnette d'alarme. Et je pense que les parents également ont un rôle important à ce niveau. Ils doivent parler à leurs enfants. Ils doivent parler à leurs enfants parce que les filles, certaines se confinent sur des idées propres à elles, qu'elles disent être des principes. Bon, vous êtes sur des messages tout à l'heure. La vie, c'est une question de choix. Mais il y a des choix discutables, il y a des choix qui ne sont pas bien pour soi et même pour la société. Tout à fait. Merci à tout le monde. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin. Madame, Messieurs, restez avec nous. Voici la colère de Donald Brice Kamgan. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur l'arnaque autour du projet de modernisation des péages routiers. Le projet de modernisation des péages routiers au Cameroun date de 2009. Au cours d'une session du Conseil national de la route, cette instance avait instruit l'automatisation des péages routiers. 7 années après, le ministre des Travaux publics a dépoussiéré le dossier. C'était en 2016. À l'époque, Emmanuel Nganoudjou-Messi lance le projet d'automatisation des péages routiers. Un appel d'offres est lancé par ce département ministériel et est censé retenir au bout la meilleure des 3 entreprises ayant soumissionné dans le cadre de ce projet. Le dossier des péages routiers porte dans un premier temps sur la modernisation de 14 péages sur les 45 que compte le territoire national. Les objectifs officiels vantés à l'époque à travers la presse étaient d'assurer les conditions de sécurité et de fluidité, mais aussi et surtout lutter contre les fraudes et les détournements de la redevance des péages observés à travers le Cameroun. Depuis lors, rien n'est concret et rien n'avance. Nos péages routiers continuent de voir 40 à 50% de leurs recettes détournées par des individus. Nos péages présentent des visages de champs de ruines, de lugubres visages. Allez dans le département du Mungo, faites l'axe Douala-Nkonsamba, vous verrez à quoi ressemblent les péages routiers. Faites la route nationale numéro 3, Douala-Yaoundé. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des péages à l'image de ceux qu'on a dans les pays qui ne sont pas terribles
le Rwanda, le Kenya, la Guinée équatoriale ont réussi le défi d'automatiser les péages routiers avec au bout une récolte fluidifiée, avec une traçabilité des fonds issus de ces postes de péage routiers. Au Cameroun, on a choisi la fraude, la corruption et de maintenir ce poche important de détournement de fonds publics. Et ce sont les axes routiers qui en paient le prix et le citoyen lambda au final. À demain. Merci Donald Brice-Kemgan. Madame, Monsieur, la colère de ce matin, on va tenter de décrypter ce qu'il y a à faire, mais il y a quand même matière à dire que nous pouvons ressentir un peu de frustration lorsqu'on regarde les points de péage dans d'autres pays africains. Il y a une image d'ailleurs qui circule et qui montre des images de péage au Rwanda et même au Sénégal. Il y en a qui ont montré des images en Égypte parce que lors de la récente CAN 2019, les gens ont réussi à voir comment les péages sont en Égypte là-bas entre Le Caire et Ismaïla. Beaucoup ont d'ailleurs découvert ces postes de péage très modernes avec évidemment plusieurs entrées. Ça contraste avec le Cameroun puisque d'ailleurs on est plus seulement à demander qu'on modernise. On est à se demander pourquoi nos péages sont des lieux où il y a autant de caillasses. Parce qu'il faut bien voir l'état dans lequel sont nos péages. C'est des caillasses. Vous vous rendez compte que parfois, des nids de poules sont autour de ces péages-là. Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Mais ça reste une constante qui peut susciter une curiosité forte. Bon, Bengan, sur ces projets depuis 2009 quand même annoncés, on a fait beaucoup de tapage pour qu'au final, il n'y ait rien. Oui, mais parce que c'est des mots. C'est des mots et tout le monde, à partir du gouvernement, tout le monde qui avait lancé cette opération savait bien que ça n'avait rien à dire. C'est-à-dire, l'opération était lancée au moment où la Banque mondiale et le Fonds monétaire international étaient en train de nous dire de maîtriser les poches de sortie d'argent et de l'État, comme le gouvernement avait donc pensé qu'il pouvait énumérer comme ça certains axes où on peut récolter de l'argent et le sécuriser, c'est tout. C'était des mots, eux-mêmes ils savent ça, il n'y avait rien de sérieux. Vous parlez du Rwanda, du Kenya, de l'Égypte, ces pays n'ont jamais été classés parmi les pays les plus corrompus au monde. Et l'Égypte, quand même, c'est une tradition. Il y a eu des gens comme Gamel Nasser là-bas, c'est pas n'importe quoi. Donc, et vous l'avez bien dit, on l'a remarqué que partout il y avait des postes de péage dans nos routes, c'est là où la route s'est dégradée davantage. On ne comprenait pas pourquoi. C'est-à-dire, il y a un fonds routier qui est voté ici. Et on vous dit, mais l'argent des péages va où? On ne vous dit pas. Mais l'argent du fonds routier alors sert à quoi? Vous avez vu, tellement sur nos axes, à Edea, on a dû déplacer. À Boumiébel, vous avez vu ce que c'est que le péage là-bas. Voilà. En Bankomo, pour ne prendre que la nationale numéro 3, c'était complètement... Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Là, l'endroit qui donne l'argent à la route, cet endroit-là se gâte plus. Et on ne répare pas. Et pourtant, le Cameroun avait intérêt justement à faire en sorte de moderniser ces péages. Parce qu'il y avait, souvenez-vous, des informations selon lesquelles il y avait des fuites en termes de dépenses et manque à gagner de ces gens qui étaient chargés de collecter ces tickets de péage qui parfois faisaient des doublons. Non, la vérité est que les fonctionnaires ne veulent pas les intrus dans leur mangeoire. C'est ça la vérité? Oui, c'est ça la vérité. C'est-à-dire les projets dont parle Donald Biss a révélé tout à l'heure, c'était des compatriotes qui se sont organisés pour venir avec des propositions au sein du gouvernement. Mais comme au finish, il fallait que, oui, vous dites que par mois, vous attendez 10 milliards de francs. Nous, nos études, nous faisons état de ce que nous pouvons vous apporter 15 milliards de francs au lieu de 10. À ce moment, nous allons prendre avec le retour à l'investissement, avec l'amortissement par rapport aux techniques que nous allons utiliser, au matériel que nous allons utiliser, nous allons prélever 2 milliards sur les 15 et vous aurez le 13 milliards au lieu de 10. Non, les fonctionnaires estiment que non, ça ne peut pas être possible. On est en train de vouloir voilà, donc ils ont casser leur mangeoire. C'est ça qui... Et la même chose qui se passe, vous verrez la même chose même avec Elecam.
avec partout. Donc on vous dira, ce n'est pas ça. Donc en fait, d'accord. Dans ces pays que vous citez comme exemple, on n'a jamais demandé aux fonctionnaires d'être des hommes d'affaires. Ici, chez nous, les fonctionnaires peuvent être des hommes d'affaires. À ce moment-là, ils sont donc en concurrence déloyale avec ceux qui viennent sous mission. Alors, Donald, à quoi est due ou peut être due cette lenteur? Beaucoup parlent parfois de procédures d'appel d'offres et de marché public qui doit respecter une certaine norme, les textes de loi en vigueur au Cameroun, alors même qu'on nous annonçait, pas plus tard que l'an dernier, 14 postes d'expérimentation pour lancer. Il me souvient. Oui, peut-être nos téléspectateurs doivent connaître quels sont les 14 postes. Je les cite rapidement. Oui. Simalen, Mbankomo, Tiko, Edeya, Boumyebel, Bayanga, Bafia, Mbanga, Manjo, Banja, Matazem, Komutu, Fumbot et Bafou. Voilà les 14 postes de péage qui rentrent dans le projet pilote de lancement, donc, qui devait aboutir à terme à la modernisation de l'ensemble des 45 postes de péage. Jusqu'aujourd'hui, rien ne bouge. On a appris que finalement, l'entreprise qui doit mener le projet a été sélectionnée au ministère des Travaux publics, justement parce que la presse en parle de plus en plus. Bon, on va parler du fonds routier tout à l'heure. Le fonds routier collecte beaucoup d'argent, sauf que, paradoxalement, le Conseil national à la route, le fonds routier, justement, et se plaignent constamment du fait que les prestataires qui sont censés être payés par le fonds, avec le fonds routier se plaignent de ne pas recevoir l'argent lorsqu'ils font des travaux d'entretien ou de bitumage. C'est incroyable. Et c'est logique parce que la CONAC a constamment dans ses rapports indiqué que l'une des poches de corruption généralisée, c'est justement dans la collecte de la redevance routière. Oui. Donc, incroyablement. C'est le péage. On parle de 3 milliards de francs CFA par semaine engloutis, du moins. Le terme m'échappe, 3 milliards de francs CFA de manque à gagner, de pertes. Oui, dans le secteur. Détourné, voilà. Détourné. 3 milliards de détournés. Voilà. C'est incroyable que vous oubliez le mot détourné. Détourné. Voilà. Donc, c'est dans le contexte camerounais. Par semaine, hein, 3 milliards par semaine, c'est grave quand même. Hein. C'est l'une des principales poches de la corruption. Si vous lisez les rapports de la CONAC, la dizaine de rapports que la CONAC a rendus, la question de détournement de la redevance des péages routiers revient presque de façon systématique dans les rapports de la CONAC. Oui. Et donc, il y a des privés qui sont partants pour la modernisation. Qu'est-ce qui nous empêche de marquer ce pas vers la modernité, de faire ce saut vers la modernité, comme on le voit dans les pays africains? N'allons pas à l'étranger. Si on prend l'exemple d'un pays européen, on dira que c'est un peu le jour et la nuit, mais des pays qui ont des niveaux de développement comparables aux nôtres. On fait des choses que nous semblons traîner le pas pour le faire. Mais évidemment, on voit bien qu'il y a très peu de volonté politique derrière cette affaire, parce que il faut bien se dire que la chaîne de détournement, c'est bien une chaîne qui est faite de fonctionnaires. Et on peut voir que cette chaîne va jusqu'à très haut, et on peut savoir où se décide tout cela. Absolument. Malheureusement. Alors, Karine, qu'est-ce que vous dites? Numériser, moderniser, automatiser les péages égale réduire les risques de détournement, et personne ne veut de ça. Personne ne veut qu'on puisse expliquer d'où l'argent vient. Personne ne veut qu'on nous dise que telle somme d'argent a été récoltée ici et c'est parti là-bas. C'est interdit. Et vous voyez que tous les projets d'envergure au Cameroun qui vont mener à une traçabilité des fonds finissent par être mort-nés. Raison pour laquelle il faut bien que même ces péages routiers restent comme ça. Ça arrange tout le monde parce que les autres prennent l'avion et vous allez à pied. Et c'est quand même une incongruité parce que nous sommes dans un pays où chaque jour on nous vante les valeurs ou encore les réalisations de ce gouvernement. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle, on ne parle pas d'une réalisation, mais d'une non-réalisation, ou encore d'un projet avorté, ou même d'un projet mort-né. Parce que parfois on commence et on ne termine pas. Mais cette fois, 14 sur 45 péages n'ont pas été réalisés. Même un pour nous dire qu'on a commencé avant que ça nous a dépassé. Donc ça pose un réel problème, comme vous l'avez dit, de suivi de tout cela. D'ailleurs, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que vous avez commencé à le dire, chaque fois qu'on parle de numériser, d'autonomiser. Automatiser. Bon, moi je dis autonomiser, automatiser, d'accord. Chaque fois qu'on évoque ces termes-là, ça fait friller beaucoup de gens. On avance à pas de tortue. Voilà, et donc on voit très bien que là encore, est-ce la technologie pour ça qui pose un problème? Mais moi, davantage, ce que je voyais en cela, c'est pas tant qu'on va payer automatiquement
en payant dans un guichet électronique, en mettant de l'argent, et puis le ticket sort automatiquement et la voie vous est ouverte. C'est pas vraiment ça que je vois, parce que beaucoup vont vous dire que non, il y a des gens qui vont vandaliser les péages, tout ça là. Moi, je voyais plutôt aussi la dimension de la beauté esthétique, la dimension esthétique de tout cela. Parce que quand on voit les péages ailleurs, j'ai dit l'Égypte parce que beaucoup de nos confrères de la rédaction sportive sont arrivés là-bas en Égypte. Ils sont filmés là-bas comme des touristes. Ils sont filmés comme des touristes au poste péage entre le Caire et Ismaïla, parce qu'ils ne comprenaient pas comment un péage pouvait être aussi beau. Eux, ils savent que l'idée des péages au Cameroun, c'est des endroits abandonnés où avec une petite barre de fer qu'on a mis là. À côté desquels on fait le commerce. On va mettre le butaco là, bâton de manioc. Systématiquement, le butaco là, et il y a un autre produit là qu'on vend beaucoup là-bas. Bitaco là et les chiffres. Voilà, tout à fait. En rappelant que nous n'avons rien contre ces compatriotes qui se débrouillent. Non, mais sauf que ça fait des ordres. Aussi. Non, c'est un désordre entretenu. Et ils sont exposés à des risques également. Sauf que ça fait des ordres. Oui, allez-y, Dominique Audrey, votre lecture. Je pense qu'on devrait d'abord s'accorder sur le fait que le Cameroun est un pays d'annonce et de communiquer. Vous voyez, quand il y a un truc à faire, on vous annonce, on va faire ceci, on va construire des prisons, on aura un stade avec des pavés qui viennent d'Italie et autres là. À la fin, on sait tous quelle sera l'issue de ces annonces-là. Aujourd'hui encore, malheureusement, non pas malheureusement, depuis quelque temps, le Kenya s'illustre par énormément d'innovations. Et on sait, c'est pas le Kenya, le Rwanda, je veux dire. Et on sait quel est leur passé. Malheureusement, au Cameroun, on ne s'inspire jamais de ce qui est bien, jamais de ce qui peut nous mener vers le haut. Aujourd'hui, je suis d'accord avec Karine et les autres qui pensent que personne ne va accepter qu'on vienne leur enlever de quoi manger. Donc, je peux déjà vous dire que rien ne sera fait. Rassurez-vous, ça fait déjà 10 ans, c'était en 2009, ça fait 10 ans qu'on attend ça. Ce n'est pas en 2019 que ça va changer, parce qu'il est question que les gens mangent. Mais, tous les jours, je dis que très bientôt, très prochainement, cette histoire-là, ces choses-là, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Tout ça va finir. Donc, soyez courageux pour toutes les personnes qui s'exposent là, sur la route en vendant là, parce qu'on ne peut pas réglementer, leur faire des comptoirs juste à côté. Pour toutes les personnes là qui cassent leur voiture dans ces nids de poules, à ces personnes-là même qui travaillent dans ces postes de péage là, puisqu'il y a la broussaille autour, ce n'est même pas nettoyé et ils peuvent s'exposer à des morsures de serpents et autres. Les choses vont changer. Alors, il me souvient aussi, et ça c'est l'autre élément, c'est que on signalait qu'on augmenterait le prix de ticket aussi à 2500. Et ça avait posé un problème aussi. Beaucoup estimaient que voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a aussi un lobby. Un lobby de gens. Qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Et un lobby de gens qui ne sont pas d'accord aussi avec cette affaire parce qu'ils voient que le prix du ticket qui est à 500 maintenant va bondir à 2500. Pour eux, c'est un réel problème. Et ils sont en train de jouer de toute leur influence pour retarder la mise en place de cette affaire. Donc il faut aussi voir sur ce terrain-là pour peut-être imaginer que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas... Il y a énormément d'enjeux. Les gens ne veulent pas évidemment se lancer rapidement dans cette affaire de l'autonomisation. Je pense que cette fois je l'ai prononcé. Mais sur ce débat, lorsque la qualité est là, le plus souvent on paye sans trop discuter. C'est lorsqu'on vous impose de payer quelque chose dont la qualité est douteuse que vous boudez. Oui, mais sauf que imaginez, entre Douala le prix et Yaoundé, des transports, il y a 3 péages entre Douala et Yaoundé. Ça fait 7500 pour un voyage. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à payer ça. Oui. Attention. Oui. Si vous posez ce problème, vous noyez la préoccupation. Oui, mais bien sûr. La préoccupation, c'est vous donnez raison à ceux qui s'asseyent et qui nous maintiennent dans la situation actuelle. Non, je veux dire que est-ce qu'on avait besoin d'augmenter pour automatiser. Oui, justement. Avait-on besoin d'augmenter? Pas du tout. Non, on n'avait pas besoin. Le gouvernement constate qu'on détourne de l'argent. La CONAC demande qu'on lui donne l'autorisation de porter plainte. On refuse. Mais on sait qu'on détourne de l'argent de péage. Ça entre dans ce que Justin Dioro avait appelé dès février 1995 programme de sécurisation des recettes. Il y avait programme de sécurisation des recettes douanières,
programme de sécurisation des recettes forestières, programme de sécurisation des recettes routières. Il y avait tous des programmes de sécurisation. Mais au bout de 3 ans, parce que c'était ça en fait, il fallait évaluer au bout de 3 ans. Où est-ce qu'on en est? Donc en fait, ce sont les résultats au bout de 3 ans qui, donc l'État aurait pu avoir de l'argent pour procéder donc à ces investissements-là. D'accord. Et peut-être ramener même le ticket à 300, pourquoi pas. Et puisque on parle de programme de sécurisation des recettes routières, rappelons que son responsable a été interpellé il y a quelques années. On attend toujours que les fonds soient remboursés. Malheureusement, ça ne l'est pas toujours. Merci tout le monde. On va marquer une courte pause, madame, messieurs, pour se retrouver juste après pour la deuxième partie de ce programme. À tout de suite. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, deuxième partie de cette émission 10-12 Le Zénith de ce lundi 29 juillet 2019. On va démarrer cette deuxième partie de l'émission avec des messages que vous nous envoyez. Et Karine, on se tourne vers vous. Aussi, on va prendre les messages concernant la colère. Qu'est-ce qui marche normalement ici au Cameroun? Voici encore une preuve probante que le Parlement ne nous aide pas. Comment se fait-il qu'on leur parle d'un tel projet et que 10 ans après, ils ne demandent aucun compte? Où est le CONSUPE? Où est le président de la République pour sanctionner de telles escroqueries du peuple? Il faut que le peuple s'éveille. Tekanoda Tots, Al-Moujid qui nous écrit ce matin. C'est Paulin Bakam qui revient au péage de Fumbot, juste après le pont du Noun. Vous avez des nids de poules sur le goudron. Tout ça avec 3 milliards par semaine. Vraiment, c'est dégoûtant. Ils ne peuvent pas prendre exemple sur l'Égypte, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Rwanda. Ces membres du gouvernement, ayez honte. Si vous ne pouvez plus travailler, laissez la place aux jeunes. Paulin depuis Bafoussam. Un autre message. Nos gouvernants sont des vampires. Waouh. Tout simplement car tout est organisé pour que rien ne marche. Michel depuis Grand Moulin. Alors, on va lire des messages. Je pense qu'il faille sensibiliser les automobilistes et les percepteurs sur la chose avant de moderniser les péages. D'accord, merci. On va rapidement prendre la revue des réseaux sociaux. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Avec vous, Karine, toujours. Beaucoup de sujets. Oui. On va commencer par... Justement, on va commencer par celui concernant 2012. En 2012, déjà, on a annoncé la construction d'une ligne de TGV, train à grande vitesse, qui devait relier 2 grandes villes du Cameroun. L'investisseur français avait consacré 100 millions de dollars au chantier pour relier Douala-Yaoundé dans 1 an. C'est-à-dire en 2013, les chantiers devaient commencer. Il avait aussi évoqué l'extension du réseau ferroviaire aux pays voisins. Ce projet a été d'un avortement rapide. Voilà, donc Vincent Bolloré, c'est le français, Vincent Bolloré. Ça nous fait penser au désormais ex-ambassadeur de la France au Cameroun, Gilles Thibault, qui a donc dit au revoir officiellement au président Paul Biya en fin de semaine dernière. Gilles Thibault, qui, comme vous le savez, a été dans les couloirs de l'Élysée. On pense qu'il est il est beaucoup trop pro-régime de Yaoundé. Donc on va envoyer pour le remplacer Christophe Guilou. Christophe Guilou a été, il faut le dire, en 2014, il était le directeur à la francophonie de la paix, démocratie, droits de l'homme. Est-ce que ça a un lien avec ce qui se passe au Cameroun actuellement? Il était également en poste à Djibouti. On va voir effectivement comment tout cela se dégaine. Mais on va revenir au sujet avec le français Bolloré qui avait donc annoncé ce train à grande vitesse. Bobo Bengan évoquait tout à l'heure au début qu'on demande seulement le train à petite vitesse. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore au train à grande vitesse. On sait que tout récemment, le président sénégalais Macky Sall a inauguré une ligne à Dakar, un TGV qui était tout à fait... On a un tout petit peu été humilié par cette image, voir que lui, en un mandat seulement, il réussit à faire cela, lui qui a eu un deuxième mandat tout récemment. Donc, c'est quand même un réel problème au Bengan. Ces promesses, ce tapage, ces annonces pompeuses qui sont faites alors que derrière, il n'y a rien. Oui, ça me rappelle, lui, Aïdjo avait voyagé par train avec le président Pompidou en 1971. Voilà. Donc, quand on parle le président voyage par train en 1971 et en 2019, les simples
vendeurs de Macondo ou de je ne sais pas moi, Ribaya ne peuvent pas prendre le train, ça devient quand même compliqué. Ça pose un problème. Oui, oui, ça cause un problème. Oui. Et entre 71 et 2019, on vous annonce un train à grande vitesse, alors c'est un TGV. Un TGV. Je ne sais pas pourquoi on fait ce genre de choses. Puisque en fait, en 2012, en France, Sarkozy venait de partir et laisser sa place à François Hollande. Bon, qu'est-ce que justifiait ça? Le déploiement de cet homme d'affaires qui était l'ami personnel de Sarkozy, je n'en sais rien. Le chef de l'État qui avait fait des routes sa priorité en 2004, allait maintenant en 2011, parce qu'il venait d'être élu, quand il allait dire qu'il allait matérialiser ça par ce qu'il a appelé les grands chantiers, quelque chose comme ça, septennat des grands chantiers. Est-ce que c'était ça? Je n'en sais rien. Donc, en fait, toujours est-il que sur le plan macroéconomique, il y avait un peu d'argent. Et le Cameroun faisait comme s'il pouvait attirer un peu des investisseurs. Mais toujours le projet meurt. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi derrière je ne comprends pas. Une façon de montrer que Camaraï était, on va dire, était la bonne personne. On va dire, était pas la bonne personne, était, comment on appelle ça? Je perds les mots aujourd'hui, hein, clairement. Que Camaraï la meilleure offre. était la meilleure offre, justement. Bon, justement, et là, il y avait pas... je pense que vous me faites rappeler alors quelque chose de bien qui peut nous amener à justifier ce qui s'est passé. Effectivement, lorsqu'on fait la concession, d'ailleurs, on a liquidé la régie quand même 1er avril 1999, et vous savez ce que c'est que le poisson d'avril. Et c'est bien l'entreprise Comazar qui avait pris. Mais comment on a procédé par des turpitudes pour que Bolloré revienne? C'est justement à la présidence de la République que tout ça a été négocié. Effectivement, et puisque pendant tout ce temps, les rails du Cameroun ont été, j'allais dire, mis en état de délabrement très avancé. Oui. Et le Camerounais, on ne citerait pas le nom, qui avait pris pour lui de faire le rail, avait donc été mis en banqueroute. Son entreprise a été mise en banqueroute, je dis bien organisée pour cela, pour que cette entreprise de Camerounais-là ne fonctionne pas. Et mettre quelqu'un qui n'a pas l'expérience du rail en selle, et ça nous donne ce que ça nous donne aujourd'hui, parce que les gens s'étaient plaints. Comment vous donnez le rail pour le transport de marchandises pendant le pipeline Tchad-Cameroun, donc d'Oba-Kribi, et les rails délabrés, et on arrive à cette situation. Donc c'était donc un coup, j'allais dire, un prisonnier a parlé de mensonge d'État. Un mensonge d'État pour montrer que non, vraiment l'État est maintenant au courant, les rails qui sont délabrés là seront, même si on va refaire, mais il y aura vraiment un train à grande vitesse qui va venir supplanter encore, ainsi de suite. Donc c'est bien, vous avez bien fait de me rappeler ces épisodes là. Donc c'était un mensonge d'État, parce que les rails, la voie ferrée était complètement délabrée, et on avait donc peur que la population puisse se soulever. Et tout, il fallait donner un... Entre-temps, Camaraï continue dans ses turpitudes. Absolument. Oui, Donald. Vous avez rappelé tout à l'heure que Macky Sall a inauguré un TGV il y a quelques mois. Rappelons aussi qu'en 2016, il y a donc quelques années, le président Buhari du Nigeria, proche de nous, a également mis en service un TGV mis en place avec un partenaire chinois. Qu'est-ce qui nous empêche, nous ici, qu'est-ce que nous n'avons pas et que ces pays-là ont terriblement? Rien du tout. Si oui, la volonté politique qui n'y est pas. Et il faut bien le TGV, mais il faut aussi la maintenance. Bon, on le rappelait tout à l'heure, la maintenance du réseau ferroviaire camerounais qui est délabré, qui est défectueux. Obsolète d'abord, parce que les dimensions, nos dimensions ne sont plus les dimensions actuelles, c'est clair. Oui. Les résultats de l'enquête sur le drame d'octobre 2016 à Ezeka ont instruit d'auditer le contrat avec le concessionnaire actuel. L'un des points, c'était justement la maintenance, la modernisation du réseau ferroviaire. Jusqu'aujourd'hui, le Camerounais lambda attend de voir que ces rails qui sont rouillés et que vous voyez pendant que vous traversez les voies ferrées, que ces rails-là soient maintenus. Et
Pas besoin de rappeler que le réseau ferroviaire, la voie ferroviaire, le transport ferroviaire fait partie des transports quand même qui assure un minimum de sécurité pour les citoyens. Ce serait donc un moyen pour les Camerounais d'éviter de mourir sur la piste qu'on appelle route nationale numéro 3 entre Douala et Yaoundé. Tout à fait. Dominique Audrey également sur cette promesse de Vincent Bolloré. On va dire que Bolloré, quand on dit Vincent Bolloré, c'est sa personne, mais il y a aussi que Camaraï n'est pas loin. Bon, par rapport à ça, moi je me dis que c'est juste une demande peut-être des autorités pour endormir les populations. Absolument. Nous pendant un truc comme ça là pour qu'on dise on sera aussi comme chez les autres là-bas, on aura et tout. Mais attendez, à quoi nous sert un TGV? Ce qui est sûr, ça ne devait pas être pour tout le monde. Moi, au Yengelek, je ne suis pas sûr que j'aurais pu m'offrir un ticket pour entrer là-bas. Comme tout autre Camerounais lambda, ça devait être pour une certaine classe. Et pour nous autres, alors, on devait faire comment? On reste avec les mêmes anciens trains, sur les mêmes routes, là où on trouve des... S'il y a le TGV au Cameroun, vous pouvez le prendre. Bon, ok, si au Yengelek peut, et que d'autres personnes ne peuvent pas. N'oubliez pas qu'on nous a vendu un VIP Intercity qui coûtait très cher. Voilà. Si c'est un vrai TGV. Oui, mais au niveau... Non, mais vous savez qu'au Cameroun, et c'est quelqu'un qui me faisait d'ailleurs cette remarque, au Cameroun, ce qui est normal ailleurs, on le retrouve VIP. Veut dire que quand vous prenez un bus, le bus que ailleurs c'est normal, le bus normal avec un bus normal, au Cameroun, ils mettent ça VIP. D'un vrai TGV. Oh, mais si c'est un TGV, ça veut dire qu'ils ont quand même à la base 2-3 choses absolument de très modernes quand même. Voilà. Non, je voulais juste dire qu'il ne faut pas que ce soit comme le projet de logements sociaux. Oui. Parce qu'au Cameroun, le logement social, tel que les gens de Yaoundé l'entendent, ce sont les logements où on paye 15 millions. Et donc, ce ne sont pas des logements sociaux. Donc vous n'êtes donc pas loin de... C'est ce que j'étais en train de dire. Si c'est un vrai... au niveau un vrai signifie au niveau du citoyen moyen. Je vous dis que connaissant comment ça fonctionne, on fera tout pour privilégier les plus aisés, puisqu'on va avoir peut-être le sentiment que c'est plus sûr, c'est plus confortable. Oui. Et donc du coup, pourquoi on laisserait nous les petits Camerounais prendre ce train à grande vitesse facilement, alors que d'autres doivent faire votre piste de Douala Yaoundé là, nous les observons. avec tous les risques. En tout cas, on va poursuivre cette revue, Karine. Oui, on va continuer avec le sport. Le ministre de la Jeunesse et des Sports algérien, Badawi, annonce qu'il est prêt, que l'Algérie est prêt à organiser le CHAN 2020 et la Coupe d'Afrique 2021 si jamais le Cameroun n'est pas prêt. On rappelle que récemment, le Cameroun a demandé une autorisation pour proroger la date de la CAN du CHAN 2020 au Cameroun qui devait se tenir en janvier-février pour juin-juillet. C'est quoi? L'Algérie sera prête ou prêt? L'Algérie dit qu'elle est prête si jamais le Cameroun ne peut pas. D'accord. Une Algérie. Une Algérie, d'accord. Une Algérie, d'accord, ok, ça va. On va dire quelque chose quand même d'assez intéressant. Le Cameroun est un scénario à lui tout seul. Le Cameroun est un scénario à lui tout seul. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, nous avions à l'époque pronostiqué que 2019, nous ne l'organiserons pas. Et nous le disions sur la base d'éléments que nous avions sur la main. Mais jusqu'ici, je ne m'étais pas encore aventuré à faire un pronostic sur 2021. Je me disais, même si on est un gouvernement, même si on est nul n'importe comment, même si on est les plus faibles de la terre, au moins dans 2 ans quand même, on aura fini tous ces travaux. Je vous dis sincèrement, ça veut dire que je me suis dit que même si nous sommes les derniers de la classe, vous voyez, souvent il y a des épreuves que l'enseignant donne. La même épreuve 3 fois. Ouais, vous dites que non. Même si l'élève là est le plus mauvais n'importe comment ici, il aura au moins 8. Je ne peux pas imaginer que 2021 puisse être un débat sur si oui ou non on va organiser. Je savais que ce glissement-là n'allait pas nous promettre des surprises. Mais hop, qu'est-ce qui nous arrive? Un scénario, un rebondissement comme toujours au Cameroun. Bon, Bengan, quel est votre commentaire? Et je vous avais dit que je vous mettais au défi. Décembre 2019, les complexes d'Olembe et de Yassa ne seront pas prêts.
je reprends 2019, décembre 2019, les complexes d'Olembe et de Yassani. Pas les stades. Oui, des complexes. Avec tout, hôtel... Oui, parce que c'est des complexes. Voilà, parce que les Camerouniseries vont nous amener à voir qu'on a dit les stades. Non, on a dit les complexes. Avec stade d'entraînement. Voilà, ils ne seront pas prêts. Donc, pour aller dans votre sens, effectivement, l'Algérie est déjà en train de dire, et au Cameroun, et à la CAF, et à la communauté internationale, que nos frères camerounais, là, eux-mêmes, ils disent qu'on leur donne des rallonges. Nous, on n'a pas besoin de rallonges. Venez chez nous. Donc, il n'y a pas de provocation, là. Et dans de deux, ils vont vous dire encore en off, là-bas, dans les membres des réseaux diplomatiques communs, ils seront en campagne électorale pour les élections qui probablement pourront se tenir en février. Donc, les gens là, ils ne pourront pas. Voilà l'autre argument qu'ils vont utiliser, puisque le peuple... Quelle élection 2020? Mais 2020, février, les municipales, les législatives, les dernières prorogations, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, en fait, lorsque le gouvernement demande même cette rallonge, cette prolongation, ce glissement des dates pour rejoindre, c'est pour qu'on lui donne la possibilité de chercher les moyens pour les élections. Mais ce n'est même pas pour que vos stades, là, parce que vous voulez les choses, vous avez raison, comme citoyen normal, vous voulez que votre pays ait des infrastructures. Moi, je vous dis, vous ne les aurez pas. Le prolongement, le glissement des dates qu'on demande à la CAF, c'est pour organiser les élections en février. Mais même ça, l'Algérie le sait et va jouer à fond sur ça. Il dit à Hamad et à son comité... Il n'y a pas que l'Algérie, même le Sénégal et elle... Voilà, justement, mais c'est pour ça que l'Algérie a vite fait de dire que non, mais vous parlez de 2021. Venons d'abord en 2020, je suis là. D'abord, je viens de faire 3 nouveaux stades, vous venez les voir, voilà. Et en plus, c'est moi qui viens de gagner, bon, voilà. Vous voyez, voilà. Donc, c'est ça, malheureusement. Oui. Je ne sais pas... Non, mais bon, laissons le CHAN. Vraiment la CAN 2021, parce que je trouve quand même que l'échéance... Nous ne serons pas prêts. Nous ne serons pas prêts. D'abord, le stade apparemment on avait réquisitionné, le stade de Limbé, avec tous ces événements qu'il y a, on ne peut pas. Est-ce que le stade de la réunification pourra donc servir de cadre si on délocalisait? Apparemment, on n'est même pas en train de couvrir le stade de la réunification. Ça va rester un stade d'entraînement et de nos championnats. Alors, donc, le stade de Bafoussam, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qui peut expliquer l'assurance? Il y a quand même une assurance dans la posture de ce ministre algérien. Qu'est-ce qui peut expliquer cette assurance? Il est sûr à 100% que son pays va organiser cette CAN 2021 et que son pays va remporter sa CAN à domicile. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ils auraient des espions au Cameroun qui vérifieraient si nos travaux avancent ou pas et feraient des câbles, comme ça se passe. C'est un ministre des sports, de la jeunesse et des sports. Oui. Donc quand il siège au comité exécutif de la CAF. Et vous vous rappelez bien, lorsque le Ghanéen, l'ancien international Anthony Bafouet venait ici, comment il procédait pour faire des rapports? Il envoyait d'abord les gens de sa mission qui venaient s'entraîner ici. Il venait voir et tout. Quand lui vient, plus tard, on se rend compte, on veut le trimballer dans les axes là. Il avait ces gars qu'il avait envoyés 2 semaines avant ou même un mois avant et qui lui racontaient toutes les informations nécessaires. Tout à fait. Donc, il avait donc ça à côté. Et ce ministre algérien le sait. Il a ça. Il a tous ces rapports-là. Et en plus, ils ont une représentation diplomatique ici. L'Algérie n'est pas... C'est un pays quand même qui a réussi à infiltrer même l'administration publique française. Donc, attendez, c'est pas un pays... Ok, on peut comprendre l'assurance. L'assurance. Ils ont l'information en un, comme on dit. Voilà. Alors, il faut dire, Dona Brice Kamgan, que ça ne devrait pourtant pas nous surprendre. Parce que beaucoup d'analystes, de spécialistes nous ont dit que le Cameroun actuellement a un risque pays, a un taux risque pays très élevé à travers le monde. Et que ça peut être un élément aussi avec nos multiples crises qui, tendent à soutenir l'hypothèse d'un pays qui va être déchiré et qui est déchiré et qui n'est pas et qui n'a pas à l'esprit une quelconque organisation. Oui, en dehors de l'état d'avancement des chantiers sportifs spécifiquement, oui, il y a le contexte national. N'oublions pas que l'un des facteurs qui a joué en notre défaveur
lors du retrait 2019, c'est bien la crise anglophone et la guerre contre Boko Haram. Mais disons que, je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris que le Cameroun doute encore en 2021, parce que... Je suis surpris. Parce que nous devenons la marionnette du continent. Chacun peut parler du Cameroun. Non. Veut dire que, non, mais veut dire, il y a eu des cannes en Guinée, en Angola. Je n'ai vu aucun pays africain lever son petit doigt pour remettre en cause ça. Non, on est à un niveau où le Cameroun est devenu un pays où on marche sur lui. Vous avez très bien fait même de citer l'Angola, alors que le bus de Congolais, Togolais avait subi des tirs. Malgré ça, on n'a pas eu de quartier. Nous sommes devenus le moins cher de tout le monde. Non, oui, nous sommes au quartier, nous sommes le moins cher. Nous sommes le moins cher de tout le monde. Le Mboutou, le Mbout. Comme les élèves du CM2 disent, nous sommes le moins cher de tout le monde. Oui. Et vous ne devez pas être surpris parce que entre 2014, date de l'attribution de la CAN 2019 au Cameroun, et 2019, il y a quand même eu 5 ans. Et si en 5 ans, vous n'avez pas pu vous préparer pour une compétition comme celle-là, fut-elle à 24 équipes, entre 2019 et 2021, il me semble moins de 2 ans, puisqu'il y a un délai qu'il faut tenir avant le début de la compétition en elle-même. L'Algérie, nous parlons du Cameroun qui a 7 phases finales de Coupe du Monde, 5 Coupes d'Afrique des Nations, et donc qui est censé avoir bénéficié assez, à qui le sport aurait pu avoir tout donné, et qui n'a donc pas pu, malgré ces titres et ces lauriers-là, construire des infrastructures, même dans le domaine sportif seulement, dignes de ce nom. Les gens parlent davantage des stades, mais il y a les routes, Bafoussam, on parle souvent de Douala ici, Japoma et tout ça. Il y a les hôpitaux qu'il faut équiper. Il y a l'assainissement de nos villes. Il y a l'assainissement urbain. Avec les eaux qui montent très haut lorsque une petite pluie, et les pluies qu'on voit en juillet ne sont pas les pluies, petites pluies. Il y a la connexion Internet et il y a l'électricité. Il y a tous ces éléments qu'il faut tenir en compte. J'espère qu'il n'y aura pas une sortie des communicants officiels au Cameroun pour dire que ce ministre-là tente de déstabiliser le pays. Ça va pas marcher. Non, mais il parle de son pays. Quand Louis dit que nous avons 3 nouveaux stades à Oran, à Alger, donc Alger même déjà, la capitale, a un nouveau stade. Alors que nous, depuis 72, on n'arrive pas à faire un deuxième stade à Yaoundé. C'est un camouflet. C'est un véritable camouflet. Sauf qu'au-delà, le symbole est fort. C'est un camouflet. Absolument. On est en train d'essuyer les pieds sur le paillasson Cameroun. Absolument. Le Cameroun devient paillasson. C'est nous qui avons pris cette place. Personne ne nous a envoyés là-bas. Oui. C'est nous-mêmes qui, de par notre management, nous sommes allés, nous avons bien choisi de cette place-là. Oui, on parlait de l'Algérie tout à l'heure. Est-ce qu'il faut rappeler que l'Algérie n'a que 2 Coupes d'Afrique des Nations, contrairement au Cameroun qui en a 5? Celle de 90, c'est celle qui a remporté il y a quelques semaines. Oui. D'accord. Dominique Audrey. La surprise, pour moi, serait qu'on organise cette compétition-là. Voilà. Malheureusement. Non, mais vous savez... Merci, moi aussi, c'est ça la surprise. Non, vous n'allez pas dire ça quand même, Dominique. Non, regardons. Pas réduire le Cameroun. Voilà donc ce qui se passe. L'Algérie dit qu'on nous a demandé de nous préparer. Je crois que c'est ça qui est écrit. Oui. On doit être prêt au cas où le Cameroun n'organise pas. Ça veut dire qu'il y a un doute sur le fait que le Cameroun va organiser. Et à ça, on fait donc comment? En tant que Camerounais, non, dites-vous que ça peut avoir lieu, ça ne peut pas avoir lieu. Et si ça a lieu, tant mieux. De toutes les façons, dès la première fois qu'on l'a retiré, beaucoup de gens ont lavé les mains, comme on dit généralement au quartier. Si vous organisez, c'est bien. Vous n'organisez pas vraiment, c'est pour vous là-bas. Oui. Voilà. J'adore votre franc-parler, soit dit en passant. On va s'arrêter là pour ce sujet. Malheureusement, c'est passionnant, mais il faut qu'on arrête là parce que en même temps, c'est douloureux de parler de son pays comme ça. Je comprends votre fibre patriotique. Non, oui, non, mais c'est la réalité. Non, oui, c'est une réalité, mais c'est douloureux. C'est une réalité qui fait mal. Est-ce que, en principe, quand on a arrêté ça la première fois, quand on a retiré la CAN la première fois, en principe, on devait rebondir, ça devait être terminé depuis. Maintenant que l'Algérie se prononce et le Sénégal également, ça veut dire que vraiment, il y a peu de chances, très peu de chances. Non, mais entre nous, même pour le chant, est-ce que c'est l'Algérie qui nous a demandé la prolongation des dates? Par exemple.
Alors, quand nous-mêmes nous disons que non, donnez-nous encore 6 mois pour faire. Vous pensez Et ils disent que non, vous pouvez venir chez nous. Nous, on n'a pas. Vous pensez qu'on envoyait Même ils étaient de même non, un signal inquiétant à la CAF qui a dit mais ces gens-ci là, est-ce qu'on est très sûr dangereux. que même pour les Indiens là ils vont faire ça? Ils peuvent toujours nous sortir. Continuez à À la développer dernière votre minute, fibre patriotique. ils peuvent nous sortir à la dernière minute une affaire pas Le très. petit chan, Oui, le donc- petit chan. Vous Oui. demandez D'accord. une rallonge. Une rallonge. En tout cas, merci. On va terminer cette revue des réseaux sociaux, Karine. Oui, le chef de l'État ghanéen, le président du Ghana, Nana Addo, qui refuse de prendre l'hélicoptère pour constater l'état de route dans la localité de la Volta Region. À la fin de la visite, il décide de la construction de la route et a demandé aux populations de ne pas voter pour lui en 2020 si les routes ne sont pas faites. Est-ce que c'est possible au Cameroun? D'accord. Non, au-delà de ça, c'est le pari qu'il prend qui est intéressant. Voilà. C'est le pari qu'il prend qui est intéressant. Absolument. Et je pense que dans ce Cameroun, si nous avions des hommes d'État Qui fait aussi des à la paris? hauteur de... Non, il est important. Ça nous rappelle François Hollande. Bon, au président, on le rappelle ici. Oui, oui, qui avait tout à dit fait. que si je n'inverse pas la courbe du chômage, je ne me reprends pas en 2015. Tout à fait. 2017. Voilà. Il avait dit, il avait 2017. pris date devant les Français. Si je ne... Est-ce qu'au Cameroun, justement, on a ce type d'hommes d'État, d'hommes politiques qui réagissent comme ça? C'est intéressant. Le pari est donné, mais surtout l'acte d'humilité. Ça veut dire que c'est un président qui a le désir d'aller justement voir les réalités. Alors, quand on parle d'alternance au Cameroun, beaucoup disent que l'alternance, c'est une réalité européenne. Nous, en Afrique, nous sommes habitués à nos chefs qui sont bon? chefs à vie. Non, mais écoutez le débat. Le Cameroun est un royaume. C'est pour vous apprendre ça. Là, vous dites que non, l'alternance, c'est les affaires d'Europe. Il faut pas venir importer le pays bassin. les affaires de l'Europe là-bas. Non. Il faut dire que Pour voilà. restaurer, la vérité, c'est que ce sont les jouisseurs qui tiennent ce discours. Oui. Le Camerounais du bas peuple, il se demande pourquoi ça ne va pas. Vous écouterez l'interpellation tout à l'heure. Oui, tout à fait. Voilà. Mais allez-y. la différence Oui. aussi, c'est que ici, ce n'est pas un Ghanéen du bas peuple qui l'a dit. Voilà. C'est un Ghanéen qui a prêté serment en disant à ses compatriotes que je ferai ci et ça. Justement, le 8 octobre 2011, le chef de l'État procède à la pose de la première pierre pour le port en eau profonde de Kribi. C'est comme ça qu'il avait dit à l'époque. Il fait un discours où il dit qu'un pays émergent, un pays où tout va bien, tout ceci, et c'est ce qu'il rêve pour le Cameroun. Quand il quitte là-bas le 10 à Kribi pour Yaoundé, la route était déjà coupée au niveau de l'arrondissement de Ngouaï, le village qu'on appelle Mapoubi. Lui, il a traversé, sachant que j'ai déjà cette situation. Mais il est allé, on a voté. Et il n'y a rien, la route n'a jamais été aménagée. Je ne parle que de la nationale numéro 3, qui a commencé ce truc le 8 octobre, quand lui posait la première pierre là-bas. Donc ici, le président ghanéen, il dit aux gens, je mets au défi. C'est-à-dire, je me mets devant vous. Vous allez m'apprécier par rapport à ceci. 2020, c'est demain. 2020, ce n'est pas dans C'est dans 6 mois. Voilà, c'est demain. Oui. Il dit, pendant ces élections, je vous jure, je vais faire ces routes. Alors qu'il avait bien des hélicoptères. Bon, heureusement que lui, il en a. Donc, voilà quel type d'engagement. Et c'est à ce moment qu'on vous dit, le serment veut dire quelque chose. Quand on prête serment, on le prête devant Dieu, devant les hommes et surtout devant les ancêtres. Et tout ce qu'on fait, les ancêtres nous voient et nous jugent. Parce que nous pensons que oui, on peut faire n'importe quoi. Alors, Mongo, ça fait mal. Parce que dans cette émission, toujours, nous avons montré l'image d'un homme politique, à l'occurrence un ministre, qui est rentré dans son village et qui a refusé de vivre les mêmes réalités que ses compatriotes de là-bas, en mettant du tapis rouge sur de la boue. Tout à fait. Et nous avions été les premiers ici à nous offusquer de cela. De dire que c'est lui qui est chargé, parce qu'il est quand même dans un ministère qui a cette mission-là, de construire les routes, de faire en sorte qu'il y ait des pavés là-bas. Il n'a rien fait, mais il arrive là, il nargue les gens, il prend son tapis rouge tranquillement, et nous autres petites gens, nous devons patauger dans la boue. En l'acclamant. Et c'est encore ce ministre qui nous avait annoncé que la Banque africaine de développement avait donné 118 milliards pour la route Babadjou
Bouna. Oui, Voilà. Bamenda. Bamenda, pardon. Babadou. Bamenda Babadou. Oui. Et il arrive là, vous marchez sur la boue, moi non, mes pieds ne vont pas toucher la boue. Vous me mettez. Donc voilà, voilà. Donc c'est bien, Karine, d'avoir pris cette image-là. Ok, Donald, votre commentaire là-dessus. Bon, d'abord, ça vous inspire quoi cette image? D'abord, deux commentaires préliminaires sur la photo de Karine qui est à l'antenne. Je remarque que le cortège n'est pas kilométrique. Ensuite, je remarque que l'axe n'est pas fortement militarisé. Voilà deux constats que je voulais déjà faire. La troisième chose que je voulais dire, Nana Akufo-Addo est arrivé au pouvoir, je crois, porté par une coalition de l'opposition en renversant ATT, c'est ça? Non. L'ancien c'est président. Rollis, non, c'est Rollis. C'était Rollis, Non, hein. Nana Akufo-Addo a succédé à... Oui, c'est vrai. Oui, Oui, son nom me vient nom m'échappe. et ça repart. C'est Jefferson quelque chose. Voilà. Donc, Oui, John Atta Mills. Atta Mills, oui. Voilà. Donc, je voulais John dire que Atta c'est... Mills. Il est dans la cinquantaine. Il est dans la cinquantaine et donc c'est quelqu'un qui, au plan physique, peut quand même faire ce déploiement. Donc, il n'y a pas de surprise que le chef d'État ghanéen soit sur le terrain. Si vous voulez ramener ça à notre contexte, n'attendez pas quand même que le chef d'État camerounais qui a un certain âge puisse suivre aussi. Mais il ne court pas. Je vous dis que Même son ministre. voilà un ministre. Laissons même le sommet de l'État. Prenons à un niveau beaucoup plus bas, voyons comment se comportent nos ministres. Oui, cela est entretenu. C'est-à-dire que si on a le capitaine qui ne descend pas, qui reste au palais et reçoit des rapports et se contente de ces rapports, on lui dit que le chantier de Japoma est à 100% réalisé et que lui s'en tient à ça. N'attendez pas que le ministre, lui, qu'il aille sur le terrain, si oui, pour les formalités, pour les besoins de la cause. Oui, mais sauf qu'il n'a pas pris le pouvoir à 80 ans. Il avait 49 ans quand il prenait le pouvoir. Bon, il me semble Non, quand il même qu'à était jeune. l'époque, il me semble quand même qu'à l'époque, il faisait une ou deux descentes. Oh, vous l'avez vu. Une ou deux descentes. Il y a Le facteur âge. Non, mais il y a un livre de Tshisekedi. Il raconte un épisode du lac Nyos où il avait espéré que le président se déplace à l'époque pour aller là-bas. Et il s'est rendu compte après que les gens avaient, alors qu'il avait déjà eu le hockey du président, qu'ils iraient là-bas après la catastrophe. Mais il se rend compte après que les plans ont changé sans qu'il ne sache trop pourquoi. Donc je vous dis que ce n'est pas une affaire de maintenant, c'est une affaire quand même, c'est une gouvernance qui se voit. Sinon, le Cameroun aurait eu les résultats avant et nous sommes en train de dire, bon, au moins, avant, il y avait les résultats et que maintenant, il y en a plus parce que... Vous comprenez l'observation préliminaire que j'ai faite Oui, tout à l'heure d'accord, en indiquant que l'axe n'est pas militarisé. Vous savez que une descente d'un chef d'État, c'est aussi un test de sa popularité, du niveau de sympathie que les gens ont pour lui. Je ne parle pas de la mise en scène que les gens font ici avec des populations qui se massent parce qu'on leur a donné 1000 Non, mais un vrai chef d'État veut même faire des voyages pour que les populations ne se rendent pas compte qu'il est passé. Il surprend tout. Donc il passe. Il De passe. Et manière après, on va naturelle. vous dire, mais la voiture, c'était un chef de l'État. Non, c'est ça en fait, Voilà. un vrai chef d'État. En tout Ok, cas, Dominique, cette image inspire la proximité avec la population. Même si elle est feinte, même s'il y a un peu de politique là-dedans, on ne sait pas. Certainement, il y a des échéances à venir, il y a certaines choses qu'il fait certainement pour attirer la Nous voulons sympathie aussi de qu'il la y ait ce population. genre de fin là au Cameroun. Justement, on se C'est sera le fait attendu nous, c'est le Cameroun, quand même. Oui, Oh, ouais. oui, je Ça crois prouve au moins que... qu'on a le respect pour le peuple. Oui, on se serait attendu par exemple qu'avec les troupes qui est au nord-ouest et au sud-ouest, on voit l'autorité suprême aller également sur le terrain rencontrer les populations, même si c'était juste pour faire semblant que non, vraiment je cesse et repartir. Certainement, si on avait eu un président comme ça, les choses ne seraient pas où elles en sont aujourd'hui. Donc on a besoin des gouvernants qui sont proches de nous, qui savent à peu près ce qu'on peut, ce qu'on vit. Donc c'est ça qu'on attend aujourd'hui. Ok, on se comprend. Merci. Merci Karine pour cette revue des réseaux sociaux. On va retenir cette image comme l'image de ce jour. Ouais. C'est intéressant de voir des De la présidents. semaine même. L'image de la Vraiment, semaine, parce peut-être. que On verra c'est si au cours de la semaine parce que un autre président ce descend. qu'on a, Cameroun est formidable. parce que ce qu'on a en boîte, je vous promets, Karine peut vous dire, on a beaucoup d'images en boîte. C'est encore plus fort que ça. On va s'arrêter là pour la revue des réseaux sociaux, Karine. On va évidemment aller au plateau B où Consti Lamy nous attend. Consti,
Bonjour, bon début de semaine. Oui, bonjour Eric, bon début de semaine et surtout une semaine qui se veut tout à fait particulière parce que le 31 juillet prochain est un très grand événement dans la famille du concept Salaka. Mais déjà pour ce matin, il est déjà question de dire merci. Mais alors 1000 fois merci à ce nouveau partenaire du concept Salaka, c'est bel et bien l'entreprise Buldex du côté bien sûr de Yaoundé et de Douala. Également, merci à son président directeur général, le très sympathique Emmanuel Tamandjan, qui a bien voulu choisir le concept Salaka pour la communication de son entreprise, notamment la société Buldex. Alors pour l'instant, il est question de parler santé, il est question de parler prévention des AVC, il est question de parler réduction des complications du diabète, il est bien entendu question de parler du Von Bio Oméga 3, que voici votre complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Celorex. Alors vous m'écoutez en ce moment, chers téléspectateurs, retenez tout simplement que ce complément alimentaire permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Ceux qui ont les problèmes de tension, de rhumatisme, de courbature, c'est un complément idéal pour essayer de pallier à tous ces problèmes de santé. Vous l'avez donc à 5500 francs et je tiens à rappeler à tous les téléspectateurs que ce prix est le prix du concept Salaka. Vous ne le retrouverez nulle part ailleurs parce que le prix officiel au Cameroun est de 6000 francs. De l'autre côté du Gabon, du cadre de la RCA, vous l'avez à plus de 10 000. Mais au concept Salaka, vous l'avez à 5500 francs. Votre boîte de 30 gélules de compléments alimentaires baptisé Von Bio Oméga 3. Alors comment prendre son Von Bio Oméga 3? Je rappelle, c'est une gélule par jour pendant le repas. Vous l'avalez, vous ne mâchez pas votre Von Bio Oméga 3. Vous prenez une gélule que vous avalez avec de l'eau, une gélule par jour pendant le repas. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, vous avez la lotion des diabétiques. C'est un lait de toilette idéal pour la peau des diabétiques. Elle permet de protéger, d'embellir et de nourrir la peau des diabétiques. C'est un lait de toilette que vous retrouverez au concept Salaka à 6000 francs. Pour une grande contenance, vous l'appliquerez 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps. Bien entendu, ce lait de toilette permet, comme je l'ai si bien dit, de nous protéger contre les intempéries liées, bien entendu, à la nature. C'est donc votre lotion des diabétiques. Alors, c'est donc pour ce qui est de ce matin, pour ces deux produits commercialisés par le concept Salaka, Von Bio Oméga 3, à ne pas confondre avec les autres Oméga 3 que vous retrouverez sur le marché. Soyez très prudents, chers téléspectateurs. Oui, parce que quand un complément alimentaire se porte plutôt très bien, vous avez des gens qui viennent vous dire que non, c'est ça ici, voilà ça. Non, appelez uniquement le concept Salaka, venez au magasin Milan Tapi, en face du Palais d'Ika, et vous aurez votre Von Bio Oméga 3 à 5500 francs. Consti, c'est compris. On va tout de suite prendre interpellation, madame, messieurs, et on va revenir ensuite pour les commentaires en plateau. Nous avons des écoles où on veut seulement prendre que les enfants UP et les enfants des riches. Non. Le recrutement doit aller sur la base de la méritocratie. Il faudrait qu'un enfant, pour peu qu'il ait de l'intelligence, pour peu qu'il ait un peu de savoir, doit aussi avoir une certaine chance de pouvoir se retrouver aux affaires. Parce qu'ayant cette intelligence-là, cette sagesse, il pourra œuvrer, il pourra mieux œuvrer que de dire que nous allons chercher les enfants qui n'ont aucun niveau, aucun domaine, aucune connaissance, aucune intelligence. Et puis on les prend, on les met aux affaires. Qu'est-ce qu'ils vont nous fournir? Ils ne vont rien fournir. Voilà, ça peut être l'explication à tous les dérèglements que nous avons, absence de résultats que nous avons au Cameroun, au Robengan, lorsqu'on écoute le compatriote ce matin. Oui, oui, absolument. Oui. À partir du moment où ce que vous appelez à tort les partenaires au développement et ce que le monde diplomatique appelle l'axe du mal, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI, l'Organisation mondiale du commerce, nous ont imposé qu'on devrait privatiser, qu'on devait abandonner la formation, notamment l'école et la santé. Ça nous a amené à cette dérive-là, notamment où aujourd'hui les plus fortunés, on met les enfants là où on peut bien payer. Oui. Et les autres écoles de formation, les autres écoles où les enfants des pauvres, nous qui allons à l'école nu-pieds, nous pouvons avoir accès à l'instruction, nous ne pouvons plus. Donc aujourd'hui, l'office d'un planteur ou d'un vigile ne peut pas aspirer à être médecin ou ingénieur. Donc
C'est ça, et ça, c'est triste. Voilà. C'est triste. La question de l'égalité des chances aussi, Oui, vous avez raison de le signaler. Alors, on va lire quelques messages, Karine, avant évidemment de retrouver Consilamine une fois de plus. Quelques messages sur les sujets que nous avons développés ce matin. Vous êtes sans ignorer que le Cameroun excelle dans les projets chimériques. Par ricochet, pas de surprise si on ne parvient pas à organiser cette fameuse canne glissée. Un autre téléspectateur qui nous écrit ce matin, il dit le Cameroun a de sérieux problèmes. Je dis et je précise, le Cameroun ne sera pas prêt ni en 2020 ni en 2021, donc laissons les bavardages politiques des vieillards là. Un autre, le Cameroun atteindra son émergence en 2035, alors nous organiserons la CAN 2035, soyez certains. Un autre message à l'instant, partout en Afrique c'est la même chose. Ok, on veut bien comprendre. Un autre message, si la Coupe du Cameroun nous dépasse, c'est organiser la CAN que nous pourrions organiser. Nos gouvernants ne sont pas camerounais. Michel depuis Grand Moulin. C'est quand même très bonne observation. Non, Michel. Vous rejoignez donc Audrey et moi. Révélation. On ne parvient même pas à fixer la date de la finale de la Coupe du Cameroun. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai. Est-ce qu'on parvient à fixer la date? Chaque fois, la Fédération camerounaise de football envoie 3 dates en début de championnat. Oui. Et à la fin du championnat, le cabinet civil est incapable de retenir une des dates. Mais c'est plus une question d'organisation qu'une question d'infrastructure. Babi Sakana parle de l'entrepreneuriat en chef. Quand l'entrepreneur en chef regarde l'argent qu'il y a dans la caisse, regarde les ressources humaines, regarde tout, l'outil de production, donc c'est tout ça réuni. D'accord. Ok. On va retrouver Consilamine. Consti, c'est à vous une fois de plus. Alors une fois de plus, le concept Salaka revient. Mais déjà, je tiens à rappeler à tous les téléspectateurs que vous avez encore 3 jours pour la double réduction du côté du magasin 1001 tapis. Il ne vous reste que plus que 3 jours. Je dis bien plus que 3 jours et ce sera terminé. Pour ce qui est de la double réduction du côté du magasin 1001 tapis, elle est valable que ce soit pour les ordinateurs, que ce soit pour les robots, que ce soit pour les tapis, mais également pour ce qui nous réunit ce matin sur ce plateau commercial. C'est bel et bien la poêle Red Copper. Oui, vous avez encore 3 jours pour acheter votre poêle Red Copper au prix de 13 000 francs. Je rappelle que le prix de promotion normal est de 14 000 pour la poêle Red Copper, mais vous l'avez encore jusqu'au mercredi 31 juillet à 13 000 francs, votre poêle Red Copper. À côté, bien sûr, de la poêle Red Copper, on parle également de la paire de gants. Ces gants de cuisine faits à base de silicone. Vous les avez normalement au prix de promotion à 5 000 francs. Mais comme on a parlé double réduction, vous les aurez bien entendu à 4 000 du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis qui est situé en face le Palais d'Ika. C'est en plein cœur d'Aqua à Douala au Cameroun. À côté, bien sûr, également ceux qui ont besoin notamment de la poêle et de la paire de gants. Au lieu de 19 000 francs, vous l'aurez à 16 500 francs. Au lieu de 16 500, vous l'aurez à 15 500 francs. C'est le prix de la double réduction. Je rappelle qu'elle s'achève ce mercredi à 18h30 au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Alors ceux qui nous regardent à présent hors de la ville de Douala, qui ont besoin que ce soit d'une poêle, que ce soit d'une paire de gants ou alors des autres articles du magasin 1001 tapis que vous connaissez déjà, c'est l'occasion plus que jamais d'appeler et de passer votre commande. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir de l'argent jusqu'au 31 juillet peuvent appeler et faire une réservation ou alors faire une avance parce qu'à Salaka, nous acceptons également les avances. Donc, chers téléspectateurs, soyez prudents quand vous voulez acheter. Achetez la qualité, achetez la garantie, achetez les meilleurs prix. Venez au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika et achetez au concept Salaka. Merci et rendez-vous demain pour la suite des ventes dans cette émission. Merci beaucoup et n'oubliez surtout pas, le meilleur, c'est pour les prochains jours. Merci à vous, Constilamine. On va, mesdames, messieurs, revenir à vous, Karine, pour ces messages qu'on n'a pas pu lire tout à l'heure parce que Consti, évidemment, nous signalait son passage. On va rapidement aller avec vous. Une question. Est-ce normal qu'un concours puisse faire plus de 2 ans sans suite? Suivez mon regard du côté du MINDEF.
Le terrible Léo qui nous écrit ce matin. Un autre... 2 ans commence ensuite, tu comprends. Non, il y a des un concours de recrutement Voilà. qui est passé 2 ans. Les résultats, oui, on attend. d'accord, les résultats ne sont pas encore sortis ni affichés. Ah, d'accord. Non, mais écoutez, c'est on va dire, quelque chose qui est tout à fait régulier au Cameroun. On voit régulièrement des concours comme ça, surtout avec de grands enjeux. Non, mais il me souvient qu'il y a eu un concours de la police qui a mis plus de 2 ans. Oui, Je me souviens. tout à fait. Et c'est normal? Plus d'1 an, oui, un concours de la police. C'était ahurissant. On ne comprenait pas comment, pour un concours comme celui-là, on a mis autant de temps pour que ce concours sorte, malheureusement, pour que les résultats de ce concours sortent. Allez-y, Karine. Un autre message, le Cameroun sera émergent en 2035, donc on pourra bien organiser la CAN cette année-là, Victor de Longboussou. Non, mais les gens semblent être, Donald, les gens semblent être très sceptiques par rapport à cette CAN. Hein, Oui, il y a des raisons d'être sceptiques. Lorsqu'on a affaire au Cameroun et avec ses dirigeants, rien ne peut nous surprendre que ils vivent la situation réelle du pays. On vous parle des projets routiers qu'on a lancés depuis des lustres et qui n'ont jamais vu le jour. Les gens ont désespéré. Les gens, même ce qui même ce qui peut paraître évident aux yeux des autres, pour nous, est devenu très compliqué. Non, mais il me semble que, parce que on a le sentiment que cette sortie du ministre algérien est venue conforter les gens dans leurs doutes, dans leurs craintes. Plus rien ne rassure. Le chef de l'État... Vous avez vu les images de Japoma? Il y a beaucoup de gens qui publient les images d'un beau stade, disent que c'est un très beau stade. Le stade, est-ce que le complexe est prêt? Et nous disent... L'accès pour qu'il y ait un stade, oui, on ne va pas venir avec les montgolfières ou les hélicoptères. Il faut d'abord... Il y a un axe qui a été construit et que l'axe est Oui, mais maintenant, quitter ici, que ce soit l'axe lourd ou Parniala, vous pouvez accéder au stade. Actuellement, où nous parlons, Donald a parlé tout à l'heure des infrastructures routières. Est-ce qu'il y en a autour du stade même? Le général qui coordonnait cette commission de la CAF avait d'ailleurs relevé que le méthode d'évacuation des téléspectateurs en cas de chute était compliqué. Était compliqué à l'époque. Or, il avait la maquette qu'on lui présentait, disait qu'en 8 minutes, on ne pouvait pas le faire. Est-ce que les mesures ont été prises? Est-ce que le travail est en train d'être fait pour améliorer les observations que le chef général avait fait noter? En tout cas, on n'en sait rien, mais bon. Je note qu'il y a des personnes qu'on a payées pour, je ne sais pas si on a payé ou pas. Mais maintenant, vous regardez, il regarde la pelouse, il regarde les chaises qu'on met, les gradins. Bon, non, parce que, écoutez, quand même, le discours officiel. On voit les toilettes. Écoutez, quand même, la rhétorique officielle. C'est que ce soit pour le stade de Japoma ou celui de Yaoundé, on nous dit toujours que nous aurons l'un des stades les plus beaux d'Afrique, voire du monde. Non. Les éléments de langage sont bien arrangés. Ils ont bien... Je voulais vous dire tout à l'heure, M. Fokoussi, vous qui êtes surpris que les Camerounais soient sceptiques, la parole présidentielle est une parole sacrée. Il n'y a pas notre Camerounais... Vous parlez comme procès dans ce moment des commis, hein? Pas de sacralité. Oui, mais c'est sacré. En principe. C'est sacré. Okay. Il n'y a pas notre Camerounais qui puisse parler du Cameroun, qui puisse prendre un engagement devant le peuple camerounais avec autant d'assurance, avec une assurance suprême à celle du chef de l'État. Il commande la police, la gendarmerie, les services de renseignement. Il est donc censé être le plus informé du Cameroun. Lorsqu'il se met à la télévision, il vous dit le Cameroun sera prêt le jour dit. C'est solennel et c'est un engagement sacré qu'il prend. Lorsqu'au moment venu, il se plante, attention. Vous pensez, c'est historique, c'est inédit. Les gens doivent écrire un livre sur ce scandale. Ça n'arrive pas sur le dans les pays du monde. Qu'un chef de l'État prenne un engagement ferme à la télévision et qu'au moment venu, ça n'arrive pas. Il ne s'amende pas. Non, ce n'est pas fort, attention. Et c'est lui encore qui dit. Je suis dépassé que vous soyez surpris que les Camerounais soient sceptiques. Il n'y a pas d'autre Camerounais qui puisse prendre un tel engagement. Je pense quand même que vous y allez très fort. Vous pensez qu'on écrit les livres pour ça? Bien sûr. Pourquoi pas? C'est l'histoire, non? C'est l'histoire. Vous êtes sérieux dans votre question est sérieuse? Écoutez, vous comprenez, c'est la rhétorique. C'est la rhétorique. Alors, je pense que ce que vous dites quand même, ce que vous dites est vrai. Mais dit que au-delà de toute considération qu'on pourrait avoir biologique, c'est inédit, vous l'avez dit. On n'a jamais vu ça ailleurs. Qu'un président qui a la signature, il n'y a pas une autre. Il n'y a plus d'autorité au-dessus de l'État au Cameroun. Si oui Dieu. Oui, si oui Dieu. Mais maintenant, s'il prend lui-même
cet engagement-là et qu'au final, ça n'est pas respecté, on est en droit, vous avez raison, de douter de l'échéance 2021, comme on est en train de le voir actuellement, malheureusement. Karine. Un autre message. À Douala, on remble le goudron avec la terre noire. Kandokoti. Dans ce contexte, comment nous arriverons en 2021? Que s'est-il passé pour que le Cameroun arrive à ce niveau? Angéline de la Cité. D'ailleurs, vous me rappelez l'une des images que nous avons pour cette semaine. À Ndokoti, il y a eu un camion semi-remorque qui a déversé toute sa cargaison sur des motos et des piétons. Je vous dis que cette affaire, vous parlez d'inédit, là encore c'est inédit. Je veux dire qu'on est clairement là dans un pays tiers-mondiste d'un niveau très bas. Mais ces images ont fait le tour du monde. On montre un grand carrefour comme Ndokoti, qui est considéré comme le plus grand carrefour de l'Afrique centrale. Un carrefour qui, depuis des années, nous disons attention, une catastrophe va se produire de côté. Attention, mais quand on le dit, on nous traite d'antipatriotes. Ce qui s'est passé, heureusement qu'il n'y a pas eu, on n'a pas frôlé le pire comme on aurait pu l'imaginer, mais c'est une alerte et nos autorités devraient prendre ça à bras le corps. Des camions, est-ce que ces camions sont d'abord... Bon, on en parlera en semaine. Alors, ça me rappelle qu'il y a un ministre qui avait dit que les camions avaient 1 heure de circulation dans nos villes. Alors, allons-y. Je pense que le fait de ne pas vouloir faire d'enfant prouve qu'elle est dans un cercle de sorcellerie. Blanche Mbala, c'est par rapport à l'histoire du jour. Certaines personnes sont comme ça, vous voulez quoi? Elle n'a aucune raison d'être dans une secte vu qu'elle a assez d'argent. Manuela depuis Kribi qui nous écrit. Un autre... D'accord, mais c'est vrai qu'on va faire la boucle pour sortir de l'émission. C'est vrai quand même que on doit éviter aussi quelquefois de tout ramener aux sectes. De tout mystifier. De tout mystifier, oui. Là, je vous fais plaisir, Monsieur Kamgam. Oui. Alors, c'est vrai que... Oui, vous êtes dans la réalité. Non, c'est important de le dire aux jeunes et à ceux qui le regardent parce que on est en train de construire... Je dis ça existe. Mais à force de vouloir expliquer toute réussite par les sectes, on est en train de banaliser l'effort, le travail qui permettent à certaines personnes même si les sectes d'accéder, même si les sectes existent, à accéder à des positions où évidemment ils ont la récompense de leurs efforts. Donc, il faut dire qu'il est possible de réussir parce que maintenant, je vous dis pas. Une seconde. Parce qu'il y a un jeune Camerounais qui m'a écrit dans mon inbox Facebook pour me demander quel est mon secret, que je lui montre où j'ai trempé pour que lui aussi il parvienne à être à la télé comme moi. Je dis sincèrement, j'ai été scandalisé, ahuri par cette mantra. Donc les gens imaginent qu'être sur le plateau à Equinox, forcément on s'est compromis quelque part. Il faut casser ça, il faut arrêter ça dans l'esprit des gens. Les gens peuvent réussir par des moyens, par des efforts, par le travail et tout ce que cela comporte comme persévérance. C'est la société, je vais dans votre sens, c'est la société qui régule donc. Ça veut dire que la société doit dénoncer ce qui est mauvais. Quand il y a des sectes pernicieuses, les dirigeants de l'État les dénoncent et répriment. À ce moment-là, les autres citoyens ont donc le champ pour s'épanouir convenablement. Mais quand vous laissez tout, vous demandez à tout le monde de se débrouiller, et ça devient compliqué. Ne soyez pas surpris par cette question. Les Camerounais sont traumatisés par les difficultés. Non, je suis surpris quand même. Oui, ils sont traumatisés. La fille n'a pas encore trouvé l'amour, simplement. Moi, je parle pas de la fille, je parle de celui qui vous a contacté. Le jeune Camerounais. Oui, il peut être quelqu'un de très passionné, mais qui n'a pas peut-être eu la chance, passionné, compétent, et peut-être qu'il n'a pas eu la chance de réussir. Mais il y a un problème. Il y a un problème qu'un jeune, il y a un problème qu'un jeune pense et demande ouvertement à quelqu'un. Montre-moi où tu es entré. Vraiment, ça c'est un problème. Ou c'est un piège aussi. Son problème c'est qu'il est traumatisé par la difficulté. Non, c'est pas la difficulté. Je pense pas qu'il a traversé quelque chose. Non, on nous a construit qu'on ne peut pas avec ses efforts progresser. Il y a quand même un premier ministre qui a reçu quelqu'un qu'on savait qu'il était féminin, qu'il est venu lui présenter un avion. C'était en 1994. Et nous autres, nous avons dit que ce n'était pas normal. Et à l'époque, les jeunes voient ça. On demande aux enfants, que voulez-vous devenir? Il dit féminin. Mais attendez,
Donc justement, vous avez raison de vous inquiéter, M. Fopossi. D'accord, c'est important parce que ce jeune-là, d'ailleurs, je l'ai appelé, on l'a sauté et je lui ai expliqué ce qu'il avait à faire pour avancer sans pour autant voilà, parce qu'il fallait sauver ce jeune Camerounais. Heureusement, il a compris, c'était de la naïveté. Heureusement. Alors, on va s'arrêter là pour ce matin. Je voulais faire une précision. Oui. Le prédécesseur de John tout à l'heure, Nadir nous a trompés. Un qui était décédé, l'autre voilà. Oui. Bon, vous savez, il y a tellement de présidents au Ghana, hein, parce que c'est pas comme le Cameroun. L'alternance. Il y a tellement d'alternance là-bas chez eux. Est une réalité. Le nom avait échappé. Voilà. Mais Merci. comme vous êtes habitué à une seule chose, c'est pas évident. Voilà, nous sommes habitués à un seul président depuis 37 ans, donc on peut comprendre que finalement, nous ayons des soucis avec les prédécesseurs ailleurs. Merci à vous, merci, on se retrouve demain 10h. Madame, monsieur, passez une bonne journée sur Equinox. Que Dieu bénisse le Cameroun.